Émission 922. Cette semaine, John Candy, I Like Me, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? L'ensemble, on reconnaît cette voix-là, ça. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ne sont pas dirigés aujourd'hui par John Hughes, malheureusement. Il est comme un peu mort. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. On prend ce qu'on peut. Ouais, c'est Benoît. C'est ça. Je vous l'ai présenté un instant. Il est notre Uncle Buck, Étienne Forêt, de retour. Salut, Étienne. Salut, c'est bien moi. En Yes. effet. J'ai cru déceler une expression dans ton visage. Ah ouais, c'était jingle-là quand je l'ai lancé. C'est moi Ben ou non, je... écoute, Non. j'en souviens, je le connais. Ce jingle-là, je l'ai parfois dans la tête. Ah oui, c'est vrai. Ah Oui, ouais. c'est vrai. C'est comme si c'est le jingle. Oui, c'est le jingle. On se souvient toujours la première fois où on l'a entendu. Je sais pas, moi je l'ai pas entendu, Ouais. je me souviens pas, mais ben du bon s'en souvient. Mais les autres. Les autres s'en Mais souviennent. ouais, mais pour vrai. Ouais. C'est vraiment un bon jingle de début. Là. Oui. Comme ça part en force. Comme tu veux pas changer ça. Il n'y a pas de Non. raison de dire là, on va en faire un nouveau. Tu sais, Non. ça fait longtemps. En fait, celui-là est la version 3. Le premier avait été trouvé sur un CD sur une station dont j'ai oublié le nom, là, dans le temps où on était. Puis, on était là. Puis j'ai repris, on a retrouvé un truc. Quelqu'un avait fait un autre jingle, je pense, si je me souviens bien. Ça marchait pas vraiment, ça faisait très cartoon. Et quelqu'un a refait celui-ci, mais il a gardé l'espèce de montée galactique là, que t'entends, le petit Ouais. chou. Ouais. Et c'est ce jingle-là depuis presque 10 ans, je pense, à peu près. 8-10 ans. Ça marche. Ça marche. fonctionne. Full bien. Merci, Étienne, d'avoir accepté de te joindre à moi cette semaine parce que j'ai donné congé plaisir. à Laurent et Simon. Il faut dire que lundi dernier, on Oui. était à Space, puis on a eu notre live d'Halloween devant un public. Je l'ai même pas écouté encore. Ça a-tu été le fun? Ça a été très cool. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui se sont présentés. On avait presque... Tu sais, on avait fait ça au Hush Gang Plaza. On a fait ça setting cabaret. Tu sais, tu peux ajuster la salle un peu comme on veut. Ouais. Puis c'était rempli. Les gens se sont pointés. Nice. Beaucoup de Ça gens me qui... surprend pas. Non, moi non plus. Ben, T'as-tu eu peur qu'il y ait personne Bien une heure avant? sûr! J'avais accès aux billets, moi, toutes les deux, le mois avant l'enregistrement. Donc, je voyais la quantité de billets qui se vendaient. Puis, je voulais au moins à côté le nombre de billets l'année passée. Puis, on l'a même dépassé, si je me souviens bien, un peu. Bon. Donc, j'ai reconnu quelques visages, des visages nouveaux, aussi des nouveaux auditeurs, auditrices qui étaient là pour l'événement. Dont un dude avec une date. Ça a l'air que, selon Jake, moi, je ne l'ai pas spoté, mais ça a l'air que ça s'est bien passé. OK. Donc, bravo, Genre, dude. une première date de ce gars-là? Je sais pas si c'était avec une première quelqu'un? date, j'ai pas les détails, mais il avait l'air à. Jake me disait, il avait l'air à bander un petit peu les deux, là, dans le sens qu'il. Ah ben. Ouais, il y a eu de la Oui. magie. C'est que ça se passe juste au Ah ben là, spécial. La magie des mystérieux. là. C'est ça, exact. L'effet À quand mystérieux. le premier bébé des mystérieux? Ah, je pense qu'il existe déjà, ce bébé-là. On a des Ah ouais. auditeurs, des fois, qui nous écoutent et qui nous disent, ils envoient des messages à l'effet qu'ils ont écouté le dernier show avec leur enfant alors qu'ils font le bain, ce genre de choses-là. Fait que, Ouais. Mais est-ce que c'est des bébés qui ont été créés parce que vous avez créé le couple? Tu sais, c'est ça. Plutôt, moi, je serais plus intéressé à savoir est-ce que c'est un bébé qui a été conçu pendant une écoute de pendant mystériosité. que vous l'écoutez. Ouais, Ouais. exact. Tu sais, le feu de l'amour, à un moment donné, ça prend... Ça prend quand ça prend. Hein? Exactement. Ils disent tout le temps ça. Hein? Ça prend quand T'es en ça train d'écouter mystérieux, écoute, des fois. Des fois, hein? Ça prend quand ça prend. Tout à coup, t'es turné on un peu. Puis là, one thing leads to another. D'ailleurs, je vais profiter pour dire merci à toute l'équipe qui était présente la semaine passée et justement encore une fois à vous qui se sont rassemblés dans Loge Gang dans le cadre de Space. Merci à Jarrett, encore une fois, de nous avoir accueillis dans le cadre de son festival. 24e édition pour le festival Space. Moi, la semaine passée, toute la semaine, j'ai donné du temps au festival. En fait, j'ai pris une semaine de vacances et j'ai fait du bénévolat. Ça a été une bonne semaine bien remplie, en plus du spécial que j'ai dû monter le lendemain. Donc, c'est ce qui explique un peu le retard. Des fois, les gens écoutent l'épisode le lundi soir, voire le mardi matin, mais là, il n'était pas disponible avant le mardi après-midi. Ça a pris presque 1h15 d'exportation des fichiers, là. Ça a été long, mais j'étais bien content de pouvoir offrir ça. Si d'ailleurs, vous voulez... Écoutez les extraits qui sont projetés durant l'émission, parce qu'on fait jouer des extraits du film Fateful Findings de Neil Breen. Vous pouvez vous abonner
au Patreon Ouais, des ouais. Mystérieux Étonnants, il y a un lien. Manquez pas ça. Là. Oui, non, mais pour vrai, ça vaut la peine. C'est l'effet, Oui, vraiment. c'est vraiment quelque C'est chose. quelque chose. Ouais. Donc, le lien dans le Patreon des Mystérieux Étonnants, sur le Patreon des Mystérieux Étonnants, et aussi dans le Discord des Mystérieux Étonnants, si vous voulez. Hein, il n'y a aucune obligation. Et écoutez les extraits. Sinon, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit que même sans les extraits vidéo, ça fonctionne quand même très bien. Fait que c'était un gros trip. On a passé un show complet sur le film de Neil Breen. Puis je pense que c'était une bonne manière. Puis chacun avait un aspect du film qu'on allait comme décanter puis expliquer. Puis je pense que ça s'est bien passé. Puis ça vient avec la folie habituelle des lives des Mystérieux. Fait que c'est un de nos bons lives. J'en avais besoin d'un bon, là. Fait que ça m'a servi. Ouais, voilà. En parlant d'auditeurs, Étienne, je vais faire jouer un message vocal qu'on a reçu d'un auditeur qui s'appelle Martin, qu'on entend souvent à l'émission. C'est un auditeur de longue date qui était présent au H-Gang Plaza la semaine passée et qui fait référence aux frères Squelettes, qui étaient des nouveaux personnages du lore tiré de Simon Chénier. Donc, si vous n'avez pas écouté le show de la semaine passée, vous allez peut-être être un peu confus. J'y étais, je suis moi-même confus. Donc, on va écouter ça et on revient dans quelques instants. Hey, salut les LME, c'est Martin. Cette semaine, petit retour sur le spécial d'Halloween des Mystérieux. J'ai avec moi le troisième frère squelette qui veut faire une mise au point. Alors, bonjour. J'aimerais m'adresser à frère squelette 1 et 2. Juste pour vous dire que j'étais pas décédé toutes ces années-là, que j'ai disparu. Et non, je me suis fait enlever par l'establishment. J'ai réussi à survivre d'espoir et en mangeant les ramen. Puis là, avec la mort de toutes les têtes dirigeantes, comme dans le film de Monsieur Breen lui-même, je suis finalement libre. Donc, c'est ça. Frère numéro 1, pour ton 20$, je l'avais donné à frère numéro 2 pour qu'il te le donne. Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Donc, c'est tout pour moi. Je vous repasse la parole à Martin. Alors, merci, frère squelette numéro 3. Encore une fois, une belle soirée passée avec les Mystérieux. Et son message s'arrêtait là. Je pense qu'il y avait plus, mais ça dure une minute. Hein, ça dure à peu près, je sais pas, j'ai pas le timing, 1 minute et demie, mais il n'y a pas de limite vraiment sur le SpeakPipe. Je pense que c'est juste il a dû accrocher de quoi. Peut-être qu'il y en a une, je sais pas. On reçoit pas des longs messages habituellement. Je confirme qu'il s'agit bien du troisième frère squelette, en tout cas celui qui l'incarnait sur scène à la fin du show. Il faut écouter le show pour comprendre la référence. Oui. Mais tu vois, toute l'explication qu'ils ont donnée, moi, je la prends pas canonique. Pour moi, c'est du fan lore, c'est pas du lore pur. Là, c'était pas dans l'event. Non, c'était pas dans l'event, qu'on sait pas à quel point tout ça, c'est officiel. Mais ouais, on a eu 3 frères squelettes qui ont fait une petite danse très squelettique pour l'Halloween à la fin du spécial. C'était magnifique. D'ailleurs, il va y avoir des photos qui vont être diffusées prochainement. Je pense que cette semaine, on risque d'avoir des photos de la part de Spasme. On va les diffuser sur nos différents réseaux. Ça risque de faire mal parce qu'il y a certaines images compromettantes me concernant et Jake également. Il faut écouter le show pour comprendre la référence. Voilà. Bien hâte de voir tout ça. Oui, moi aussi, je me suis fait déjà envoyer certains clichés. Inquiète-toi pas. D'ailleurs, si vous voulez laisser un message comme notre troisième frère squelette, vous pouvez aller dans notre descriptif d'épisode. Il y a un lien qui s'appelle speakpipe.com/mystérieux E. À partir de là, vous pouvez nous laisser un petit message, commentaire, suggestion, n'importe quoi. Habituellement, on passe pratiquement tout en ondes. Vous venez de l'entendre d'ailleurs. Donc, la limite est basse. Et si c'était pas pour la semaine prochaine, je vais être avec Yohan. Donc, si vous voulez nous envoyer un petit message, une petite question, ça serait le bienvenu. Yohan, on le rappelle, qui parle souvent de jeux vidéo à l'émission. Donc, voilà. Et on va continuer avec toi, Étienne. D'ailleurs, non, je n'ai rien d'autre à rajouter. Ça va être ça. Allons-y dans tes petites nouvelles que tu as préparées pour nous autres. Yes. J'en ai plusieurs. La première, je vais y aller avec dans le merveilleux monde de Godzilla. Oui, Laurent n'est pas là, c'est plate, hein? C'est dommage. C'est son truc. C'est son truc. Ouais. Godzilla, vous vous rappellerez peut-être de Godzilla Minus One, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu, mais c'est encore sur ma liste. Puis là, on a annoncé au Godzilla Fest de Tokyo qu'il y a la suite officielle s'en vient. Puis on a le logo et on a le titre officiel. Puis là, ça, moi, je trouvais que c'était un peu niaiseux et très triggering. Vas-y donc.
Ça s'appelle Godzilla Minus Zero. Parce que c'est comme Minus One, mais plus 1. Mais toi, en tant que programmeur, là, ça marche pas, là. Ben, c'est que ça sert à rien. Ça marche, mais ça sert à rien. Oui, tu peux le mettre dans l'équation, mais ça sert... Mais pourquoi tu ferais ça? C'est Non. comme ça n'a pas rapport. Comme, vous auriez pu aussi appeler ça racine carrée de Godzilla à la 2, mais on s'en crisserait tout autant. Comme ça n'a pas de sens. Comme, où est-ce qu'on met la ligne? Où ça finit, ça? Ouais, des équations qui s'annulent toutes, puis à la fin, il reste juste Godzilla. C'est comme, on s'est appelé juste ça Godzilla? Ben oui, c'est ça. Fait qu'en tout puis cas, là, c'est ça. Je m'excuse, Étienne, mais ça prend de la mémoire aussi dans la RAM, ça, non? Oui, ben c'est de la place pour rien. Puis c'est du code plus dur à maintenir si toutes les équations, finalement, servent à rien. En tout cas, c'est pas super clair. Moi, j'aurais enlevé des points là-dessus si j'avais eu à corriger. Godzilla moins 0, là, c'est comme bon. Rappelle qu'Étienne est professeur d'informatique. Oui, voilà. Puis là, ben, il y a un logo là, avec un G moins 0.0 en plus. Ah, ben là, ça te trigger encore plus. Ouais. Ouais, mais ça, il peut avoir une raison. Peut-être si tu veux que ton nombre soit reconnu comme un nombre de type décimal, même s'il n'y a pas de décimal, des fois c'est important, tu rajoutes 0.0. Mais de soustraire 0, pas besoin. Fait que ça, c'est ça que tu as retenu de la nouvelle. Puis ouais, moi j'ai retenu ça. Puis les fans, personne parle de ça, étonnamment. Les médias vous en parleront pas. Ils font juste dire que c'est super cool puis que ça va être oui, ils sont fun, corrompus, eux autres. Là. Ils sont du côté de Godzilla. Voilà. C'est ça. Ils sont achetés, c'est des vendus. Fait que coupez le câble, tout le monde. C'est ça, exactement. Ouais. Big Pharma, non, oubliez ça, c'est Big Mega Godzilla. Exactement. Big pied qui écrase des immeubles. Exact. Je sais que Simon puis Jake avaient bien aimé Minus One. C'était un genre de relecture de Godzilla à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Puis il y a des très très bonnes critiques, donc on attendait une suite depuis longtemps. Donc, mais ça, c'est très japonais comme titre en même temps. Là. Il me semble qu'il y en a beaucoup dans l'animé. Là. Ça fait pas toujours du sens en termes de syntaxe. Mais oui. Mais tu sais, le pire, c'est que sur le coup, je me suis dit, la suite de Minus One, ça va-tu être 0? Puis là, finalement, Chris, c'était ça. Puis là, c'est une joke niaiseuse, puis là, vous l'avez faite. En tout cas. Bon. Donc voilà, j'ai pas de félicitations à faire à quiconque du Japon. OK. Vous avez entendu le monde au Japon, si vous venez ici au Québec, Étienne, vous êtes venu pour entrer dans sa classe d'informatique, il va vous mettre un 0. Surtout si vous êtes responsable de cette décision créative. Oui, c'est ça. On ne mettra pas tous les Japonais dans le même panier. Non, il faut pas. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant quelque chose qui est sorti durant le week-end, ou plutôt la semaine avant notre spécial d'Halloween, donc ça fait un petit moment quand même, mais je voulais absolument en parler parce que c'est l'autrice derrière, la réalisatrice derrière un film qui m'a été présenté ou suggéré plutôt par mon ami Antoine qui s'appelle I Saw a TV Glow. Je ne sais pas si tu as vu ça sur Crave, I Saw a TV Glow. C'est un genre de conte qui fait un peu appel à la nostalgie des années 90. Il y a un petit peu de Goosebumps là-dedans, un petit peu de Buffy. Ça peut être aussi interprété comme une histoire de queer. Il y a comme une découverte de soi là-dedans. C'est vraiment bon. C'est dans les bons films que j'ai vus cette année qui m'ont hanté pendant longtemps. Et c'est complètement avoué par la réalisatrice qui est une femme trans, Jen Schoenbrunn. J'espère que je prononce bien son nom. Puis j'étais très curieux de voir ce qu'elle allait faire par la suite. Et là, son prochain projet est annoncé. C'est l'adaptation d'un comic book dont on a déjà parlé à l'émission il y a très longtemps de ça. Ça s'appelle Black Hole de Charles Burns, qui est un récit un peu ésotérique, fantastique, qui se passe dans une petite ville aux États-Unis où des adolescents qui rentrent en contact avec une maladie transmise sexuellement développent des mutations physiques. C'est un peu un genre de récit sur l'adolescence. C'est très ancré dans la nostalgie, puis je sais pas, c'est très comme fun food, mais inquiétant en même temps. Fait que je trouve que c'est la parfaite personne pour pouvoir s'attaquer à ce projet-là. C'est un projet d'une série de télé, en fait, qui va adapter le comic book qui a été diffusé, publié de 1995 à 2005. Et elle sera non seulement réalisatrice, mais également scénariste et créatrice de la série. C'est un projet qui a été en branche sur Netflix pendant longtemps. En fait, initialement, c'était même David Fincher qui était censé travailler sur une adaptation en film. Et plutôt aussi, parce que plusieurs personnes se sont mis un peu la main à la pâte. C'était supposé être un film. Maintenant, ça va être une télésérie. Je n'ai pas le nombre d'épisodes, mais ça risque d'être super intéressant. En attendant, si vous voulez vous mettre un peu quelque chose sous la dent, allez écouter son film I Saw the TV Glow sur Crave. J'en ai parlé il y a plusieurs semaines de ça. C'est super bon et c'est vraiment la réalisatrice parfaite pour adapter ce conte-là qui est super surréel de Black Hole.
J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je connais pas le film non plus, fait que je vais aller checker ça. Oui, ça vaut la peine. Si tu as écouté Buffy dans le temps, c'est clairement un clin d'œil à Buffy. Goosebumps, on était un petit peu plus vieux. Mais t'as pas besoin non plus pour apprécier pleinement. C'est juste que tu remarques plus. C'est la vibe. La vibe est là-dedans. Ouais, c'est un jeune... Il y a des clins d'œil directs aussi? Ou genre... Plus ou moins. Pour résumer vraiment rapidement l'histoire, c'est un jeune garçon qui a un parent très très strict, qui étonnamment est joué par Fred Durst de Limp Bizkit. Tu le reconnais pas, là. Il est vraiment... il est complètement changé. Donc ce jeune garçon-là, on lui refuse de se coucher tard pour écouter une série qui s'appelle The Pink... C'est quoi déjà, Colin? The Pink Glue, The Pink... Ah, là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est une émission de télé très populaire qui rappelle Buffy, en fait. Puis, il n'y a pas vraiment d'amis, il est isolé, il est tout le temps tout seul. Puis, à un moment donné, il rencontre une jeune femme qui, elle, tripe sur cette émission-là. Puis, ils font à croire d'aller découcher chez un ami pour pouvoir l'écouter ensemble. Puis, il y a comme une relation entre les deux qui se crée, platonique. Et éventuellement, elle disparaît pour revenir beaucoup plus tard dans la ville. Puis, elle est en train de raconter... Je ne vais pas te spoiler là, exactement ce qui se passe, là, mais c'est tout lié à même de la réalité. Puis, c'est là où ça devient un conte de queer puis de découverte. Et c'est franchement très bon. Moi, c'est dans les trucs qui m'ont habité pendant longtemps. Je suis grand fan de films qui se passent dans des banlieues, le soir, la nuit. Ça me rappelle un peu ma jeunesse à Brossard. Puis Antoine m'avait suggéré ça, puis il a mis dans le mille. C'est excellent. Donc, la jeune réalisatrice Jane Schronbrun, qui va réaliser l'adaptation de Black Hole de Charles Burns. Excellent. Malade. Yeah. J'ai bien hâte à tout ça. Yeah. T'écoutes-tu bien les séries en ce moment, toi? Pas tant que ça. J'étais un peu dans un trip de film là, ces temps-ci. J'ai commencé à écouter des vieux films, genre des années 50. Je me suis dit, pourquoi pas retourner aux racines du cinéma presque, puis voir d'autres affaires. Puis je suis vraiment souvent surpris à quel point c'est intéressant. Je m'attendais à ça soit boboche un peu. Vieillot un peu, Ouais, puis comme trop vieux pour être vraiment prenant, mais que c'est genre une curiosité. Puis non, finalement, il y a full de bonnes affaires. Comme hier, j'ai écouté The Night of the Hunter. Oui, c'est quelque chose. Moi, je connaissais pas ça du tout. J'ai juste trouvé des listes sur Internet de voici les films des années 50 que vous devriez voir. Fait que là, j'y regarde sur Criterion. Puis, il y avait... l'histoire était comme complexe, là, puis comme un peu avant-gardiste. Là, c'est l'histoire d'un gars qui c'est un faux pasteur qui marie des femmes veuves qui ont peut-être de l'argent pour leur voler leur cash, les tuer, puis s'en aller à l'autre d'après. Puis comme il fait ça un peu en série. Puis ça, j'étais comme Chris, dans les années 50, c'était quand même rock'n'roll. Ouais, quand même. C'est comme avant qu'il y ait tous les tueurs en série des années 70, comme il avait déjà inventé cette idée-là. Ouais, il était probablement déjà là, les tueurs en série, sauf qu'on les appelait pas comme ça. Non, puis on les connaissait moins parce qu'on faisait jamais de lien entre tous ces crimes-là. Mais là, il y a toujours eu des propriétaires puis des agents, des chefs de compagnie. Oui, il y a toujours eu ça quand même. Ça fait longtemps, en tout cas. Pas toujours, mais ça fait longtemps. Mais ouais, puis là, le gars, en même temps, il est comme un peu fanatique religieux pour vrai. Il n'est pas un pasteur pour vrai, mais il parle à Dieu tout le temps. Puis là, il a l'impression que Dieu, il est d'accord avec ce qu'il fait, puis que ça lui permet de faire continuer à rouler sa business aller tuer des femmes qui ne méritent pas de vivre parce qu'ils ne respectent pas le... Selon lui, exact, c'est ça. Il va tuer des sex workers puis des affaires comme ça, on the side. Puis là, finalement, il arrive dans une famille que le père, il venait de faire un vol de banque avant de se faire tuer par la justice, finalement. Puis il avait caché son cash chez eux, fait que là, lui, il veut marier la femme pour avoir le cash. Sauf qu'elle ne sait pas il est où, puis les kids le savent, mais ils ont promis à leur père de ne pas le dire. Puis là, c'est tout ce jeu-là de comment est-ce qu'ils vont le découvrir, est-ce qu'ils vont le dire. Puis comme j'ai trouvé que c'était vraiment fucking bon, finalement. Rappelle-donc le titre, je suis curieux. The Night of the Hunter. Je regardais si je le dis comme il faut, puis si je me suis pas juste fourré. Non, c'est ça, The Night of the Hunter. C'est 1955. Puis c'est en noir et blanc, mais c'est super intéressant. Ça s'écoute bien. J'ai eu bien du fun. Il y a l'ami Yannick Belzile des Voyeurs de Vue qui, souvent sur son Instagram, partage des films qu'il écoute. Puis il écoute énormément de films des années 40, années 50. Puis c'est souvent des films dans cette vibe-là, un peu série noire, puis des classiques. Ouais. Il y a plein d'affaires que moi, je connais rien là-dedans, fait que je découvre. Là. Donc, si vous voulez peut-être avoir des suggestions presque hebdomadaires, Yannick, je sais que sur son Instagram, il partage ça à travers ses stories. Ça serait une bonne idée quand même. J'avoue, moi-même, à part peut-être Casablanca quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre de cette période-là, je ne pourrais pas dire. Exact. Sunset Boulevard dans le temps.
Il y a des trucs qu'on connaît de nom, peut-être, Ouais. qu'on n'a jamais écouté, ou sinon on s'en rappelle plus vraiment. Moi, je me souvenais d'avoir vu, quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment marqué, d'avoir vu le premier The Fly en 58, là, bien avant la version de Cronenberg. Puis ça, je me souviens que ça m'avait... en tout cas, là, je pense qu'on peut le spoiler, là, vu que ça fait 70 ans. Mais Je pense que la fin, c'est que le gars qui se téléporte avec une mouche, mais dans ce film-là, il est juste, dès qu'il sort du téléporteur, il y a une tête de mouche puis une patte de mouche à la place du bras. Puis là, finalement, ça finit que sa femme, elle le tue sous une presse, mais parce que lui, c'est ça qu'il veut, là, parce qu'il est plus capable de revenir normal. Puis là, il est accusé, ça commence comme une histoire policière parce qu'il est accusé du meurtre. Okay. Puis on ne catch pas tout de suite que pourquoi elle a fait ça. Puis c'est plus tard que c'est révélé que... Puis elle l'a effoiré sous une presse pour pas qu'on voit la tête puis la patte de mouche puis qu'il y ait trop de questions puis que sa mémoire soit comme défigurée. Puis là, il y a l'enquête autour de ça. Puis ça, c'est comme, finalement, c'est un bon take, je trouvais. Oui, c'est comme... Mais à la fin, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis là, il y a, je pense, un détective, là, c'est flou dans ma tête, qui a comme catché ce qui est arrivé, puis il se demande, mais là, peux-tu l'arrêter? Faut-tu l'arrêter? Comme la question éthique de tout ça. Puis là, il est sur un banc de parc en train de jaser avec quelqu'un de ça, puis il se demande ce qu'ils vont faire. Puis là, tout à coup, il entend une très petite voix qui crie « Help me! » avec une voix très aiguë. Puis là, c'est la scène qui a marqué tout le monde, qui se retourne à côté. Il y a une toile d'araignée avec une mouche qui a une tête d'humain puis un bras. Donc, c'est l'autre partie du gars. C'est l'autre partie du gars, exact, qui est là, puis elle est pognée dans la toile, puis l'araignée s'en vient pour la manger. Puis là, elle est comme pognée dans la toile avec son petit bras, puis elle crie « Help me! » Puis là, il freak, puis il sait pas quoi faire. Puis là, il prend juste une grosse roche, puis il fait poum, puis il écrase tout ça. L'araignée, la mouche, tout le monde est mort. Puis là, il réalise qu'est-ce qu'il vient de faire. Puis là, son collègue, ou je sais pas trop, lui dit, ben là, tu vois, tu viens de tuer une mouche avec une tête d'homme. Ben elle avait tué un homme avec une tête de mouche, comme pareil, c'est la même chose. Fait que là, il décide de pas poursuivre. Pas porter, Mais ouais, ça finit, mais me semble de même. Mais ça, c'est un souvenir là, c'est un souvenir de 40 ans en arrière quand je l'ai vu, là, puis je l'ai pas revu récemment. C'est drôle parce que tu en parlais, puis on dirait que j'ai l'impression que tu écoutes les films de cette période-là, puis tu vas juste comprendre beaucoup plus de références des Simpsons, puis je viens d'en comprendre une en même temps que tu l'expliquais, parce qu'il y a un épisode d'Halloween où il y a la tête d'une mouche qui va sur le corps de Bart. Mais t'as Bart qui a un corps de mouche, puis il fait semblant d'être pogné dans le toile d'araignée. Puis ça, je pensais que c'était juste une référence à quelque chose qui avait été inventé par les scénaristes de l'épisode, mais c'est vraiment dans le film. Ça vient de ça, ouais. Voilà. Exact. Ben, il y a beaucoup de références à cette période-là du cinéma dans les Simpsons. Là, je sais pas en ce moment. Ça me surprend pas. Ouais. Parce qu'ils vont souvent chercher dans les grands classiques du cinéma, puis cette période-là, c'est beaucoup des grands classiques. C'est tout le temps ceux-là qui sont super bien cotés. Tout le monde les aime parce que vu que c'est vieux, on dirait que c'était tout le temps meilleur. C'est bizarre. Mais c'est vrai que ça fait changement. Ça fait changement. Puis aussi, c'est drôle à quel point je pense que c'est le genre d'épisode qui peut fonctionner même si tu n'as pas vu le contenu d'origine qui a inspiré l'épisode. Oui, exact. Ça peut être intéressant quand même. Mais ceux qui ont la référence, ils ont comme un petit plus. Exactement. Moi, je la catch. Exactement. Ben moi, t'avais-tu... C'était pas ça ta nouvelle? Ben oui, c'était ça. Oui, c'était pas mal ça. Pas mal ça. On va dire que c'était ça. J'ai écouté ce film-là. Génial. Nouvelle. Moi, j'aime ça. Hey, moi, j'ai un autre truc que je veux vous parler parce qu'on avait parlé du comic à l'origine dans le cadre de l'émission. Ça s'appelle Something is Killing the Children, une série de comic book d'horreur de James Tynion de Fort et Weather Del Edera. Une série qu'on avait beaucoup aimée et qui fait parler depuis sa publication en 2019 chez Boom Studios. En fait, depuis sa publication chez Boom Studios, on essaie de s'arracher les droits pour pouvoir éventuellement l'adapter au cinéma en télésérie. Et là, c'est Blue Mouse qui a gagné l'espèce d'enchère pour acquérir les droits pour adapter non seulement la série en live action au cinéma, mais simultanément également en série animée pour adultes. Donc, on parlait des Simpsons, ça va être une autre vibe, mais ça va être également pour les adultes, qui sera gouverné par le scénariste, justement, de la série d'origine, donc James Tynion de Fort, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu as lu The Nice House on the Lake, ce genre de série-là. C'est vraiment un excellent scénariste. Il a fait aussi The Department of Truth, des séries à haut concept, mais il finit tout le temps par livrer. C'est dans mes auteurs préférés, qui a même son propre studio maintenant qui s'appelle Tiny Onions.
ben là, il va se lancer dans la production de séries télé, adaptées justement de son œuvre. C'est quand même pas mal cool. Bravo pour Netflix. C'est drôle parce que ça fait justement, comme je le disais, longtemps qu'on essaie d'adapter ça en un produit qui est digeste pour le petit écran ou le grand écran. Il y a même Mike Flanagan, pour un certain moment, qui avait essayé de travailler au développement de la série et les créateurs de la série Dark pour Netflix. Et à ce moment-là, c'était censé être une télésérie et finalement, Netflix a décidé de se retirer. Et éventuellement, c'est la filiale Finn qui a essayé d'acquérir une fois de plus les droits. Puis là, Blumhouse est arrivé. Puis Blumhouse, qui ont le vent dans les voiles, ils ont fait Yonks, ils ont mis le cash. Puis ça a dû coûter cher, ouais. Oui, parce que là, c'est télé et série animée. Ouais. Puis j'ai hâte de voir d'ailleurs comment les deux vont s'emboîter. Pour vous donner une idée, là, parce que c'est vraiment en gros cette série-là, on la décrit comme étant la plus grosse série d'horreur en comic book depuis The Walking Dead. The Walking Dead qui a été aussi adapté au petit écran. Oui, avec beaucoup de succès. Énormément de succès, plein de spin-offs, des jeux vidéo qui se passent dans le même univers, tout ça. Et c'est vendu à 5 millions de copies à ce jour pour Something is Killing the Children. Initialement, je sais que c'est une série dans laquelle les enfants voyaient des monstres que les adultes ne pouvaient pas voir. Il y a une espèce de tueuse là, qui n'est pas sans rappeler Buffy, on revient à Buffy encore une fois, qui intervient. Buffy, c'est la source de tout. Ben, Chris, oui. On veut y donner, Caroline. Moi, j'ai tellement aimé ça, Buffy. Qui intervient pour sauver les enfants. Mais là, ça devient beaucoup plus loin, là, beaucoup plus large. On va beaucoup plus loin dans la série télé. Dans la série comic book. Fait qu'on verra où on va aller au niveau de l'adaptation. Mais c'est quand même quelque chose de gros. Donc, bravo à Blumhouse. Puis Blumhouse qui, habituellement, font dans les bonnes adaptations. C'est eux autres, entre autres, qui avaient travaillé sur le reboot de Halloween. J'ai mes réserves pour les deux derniers, Kills in End, mais c'est quand même bien fait. J'ai bien aimé ce que Blumhouse fait. Je pense que non, Megan, c'est pas la même compagnie, c'est une autre compagnie. Mais bon. Fait que voilà, adaptation de Something is Killing the Children de James Tynion IV. Il y a combien de volumes dans le. Il y en a beaucoup, là. Depuis 2019, il y en a énormément. Non, écoute, c'est pas une série un peu à la Spider-Man, là, dans le sens qu'il n'y a pas 10 000 séries en parallèle, puis il faut que tu t'achètes. C'est un mensuel depuis 2019. Depuis 2019, puis ça n'a jamais arrêté. Donc, il doit y avoir au moins 5-6 trades, j'ai l'impression. Peut-être plus. J'ai pas suivi le compte là, depuis. Là. Ils ont du stock quand même dans quoi piger pour faire de danse. Amplement, parce que surtout s'ils veulent faire un film et une série télé en animation. J'ai hâte de voir si les deux sont liés, dans le sens que si on est dans le même univers, on fait juste développer la franchise de façon différente dans deux médiums. Ça reste à voir. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, M. Forêt? Ben, écoute, tu as mentionné Mike Flanagan qui voulait produire cette série-là. Ben, j'ai une petite nouvelle qui le concerne parce que Mike Flanagan est en train d'adapter le livre Carrie de Stephen King en série télé. Encore? Il fait juste du King. Oui, ben écoute, ça marche. En tout cas, à voir. Puis là, ben, moi, j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai appris que ça existait déjà. Je ne savais pas qu'il était en train de faire ça, mais la nouvelle, c'était même pas juste ça. C'était qu'il y a Michael Trucco, je ne sais pas comment il prononce, qui est un des comédiens sur le show, qui a mis sur son Instagram une photo de toute la gang qui le cast ensemble, qui sont en train de tourner ça. Puis là, sur dans le bord de la photo, c'est écrit Carrie Season 1. Fait que là, tout le monde capote. Il va avoir plusieurs saisons. Okay. Il va y avoir plusieurs saisons, sûrement s'ils écrivent Season 1. Ou en tout cas, ils veulent avoir qu'est-ce que ça va devenir. Puis là, tout le monde capote un peu. Parce que c'est pas un très gros livre. C'est très petit. Juste 300 pages. Ça se lit vite. Puis bon, on a vu le film qui est à peu près... Tout le livre au complet est dans le film. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans une série télé? Ben, il va falloir développer plein d'autres affaires, mais c'est quelque chose que Flanagan est capable de faire quand Absolument. même. Quand tu prends The Fall of the House of Usher, qui est en fait une toute petite nouvelle de Alan Poe, qui est devenue une gigantesque série qui s'écoutait bien et qui était nice. Il est capable de développer de quoi. Fait que, à voir. Je sais pas si ça va être intéressant. J'ai l'impression que Carrie, c'est comme un personnage on connaît vraiment beaucoup puis qu'on a vu plein de fois. Je suis comme ça. Moi, quand je vois ça, je me dis pas genre j'ai vraiment hâte de l'écouter. Je suis curieux, mais j'ai pas nécessairement hâte. Mais sachant que c'est Mike Flanagan qui est derrière, qui a déjà adapté beaucoup des propriétés de King, puis qui sait justement travailler en télévision. C'est pas. Écoute, moi, dans les meilleures séries que j'ai vues dans les dernières années, c'est lui qui a travaillé dessus. Donc ça m'intrigue. C'est gage de succès. Mais c'est pas un personnage c'est pas une affaire qui m'attire de façon générale. Non, mais peut-être que justement, ils vont la développer beaucoup plus. Parce qu'il était quand même très unidimensionnel, en fait, là, dans le livre puis dans le film. Okay, c'est ça.
Il y a eu un remake il y aussi de ce film-là. Il y a eu même un 2 du premier. Il y a eu un 2. Dans les années 90. j'ai jamais vu. Que j'ai vu, moi, Ok. dans le temps, très, très Wow. jeune, mais je m'en souviens très peu. Faut-moi Mais comment il y a un 2. ressuscite, genre? C'est-tu la suite? Parce qu'à la fin du film, elle sort sa main de la tombe qui n'a Oui. aucun rapport. Ça n'a pas avec quoi rapport. que ce soit. ça. Ouais, c'est C'est ça. pas dans le livre, ça non plus. Je pense pas que c'est Qu'est-ce dans le qu'on fait? Mais est-ce que le 2, c'est la suite de ça? Elle devient un zombie? Puis... Dans le 2, c'était pas clair si elle était liée au personnage du 1 ou si c'était... Parce que ça peut pas être la fille de Carrie, elle meurt dans le premier, puis ça marche pas. Mais je me souviens que je l'avais vu, écoute, je me souviens pas si je l'avais vu à la télévision ou l'avais loué, puis je pense que quand je l'ai écouté, j'avais même pas vu le premier. Je me souviens juste qu'elle a un genre de tatou. Et là, quand ses pouvoirs télékinésiques se développent complètement, elle peut agrandir son tatou, l'élargir, et puis là, ça fait comme ça couvre son visage, je me souviens bien, puis ses bras, c'est tout ce que je me souviens du film, en fait. Puis elle a les cheveux noirs bouclés. C'est tout ce que je me souviens. Puis la pitch, je l'avais à un moment donné. La pitch, je l'avais. Ça, c'est important. Mais je pense pas que c'est une bonne suite. J'imagine que non. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Est-ce que c'est aussi bon que Titanic 2? En tout cas, celui que j'ai vu... J'ai vu un Titanic 2 en animé. C'était vraiment de la merde. C'était fait comme italien en même temps. C'était comme une genre de coproduction. Puis c'était tellement dégueulasse. Moi, j'en ai vu un que c'était genre... Le Titanic, c'est juste du CGI sur l'océan. Ouais. Puis... Mais c'est la même histoire. À la base, ils font un gros bateau qui coulera jamais. Puis là, il dit ça coulera jamais. Puis là, en même temps, il y a une affaire de changement climatique, là, que genre, il y a quelqu'un, un scientifique qui est sur la calotte polaire, puis là, il voit que tous les icebergs se défont, puis partent dans la mer, puis il essaie de sonner l'alarme, puis personne ne le croit. Puis c'est un de ces icebergs-là qui détruit le Titanic 2. Ça fait très Sharknado, j'ai l'impression. Tu sais, comme tu parles oui, c'est un peu la même vibe. Tu parles du Titanic sur la mer, puis je vois très bien le genre de modèle gratuit qu'ils ont pogné sur un site de vente d'assets, puis ils se sont pas compliqués à la vie. Ouais, c'est vraiment cheap. Yep. Fait que, vas-y, monsieur. Ah non, attends, excuse-moi, je suis un peu perdu aujourd'hui. Je suis comme pas habituel que ça soit juste toi puis moi. Ça serait ton tour, si tu veux. Oui, j'ai fait Carrie. Perfect. Je vais me faire plaisir un peu. J'ai écouté une série hier. J'avais pas l'intention d'en parler, mais j'ai tellement trippé que je me suis dit j'allais vous en jeter un petit mot. Surtout que, bon, il faut dire que là, on est peut-être plus dans le mood d'Halloween. Je sais pas pour toi, Étienne Forêt, mais quand il y a une fête qui finit, moi, le lendemain, j'enlève tout. Les décorations. Ça te tente plus. Non, ça me tente plus. Je veux pas en entendre parler. Ouais. Noël, ça m'a faire. L'Halloween, c'est la même chose. Le 26, tu défais ton sapin. Non, le 2, c'est sûr que je défais mon sapin. OK, après le jour de l'an. Exactement. Ouais. Je laisse... Fair enough. Mais bon, je suis quand même dans le mood. C'est une période un petit peu grise en ce moment. Il fait fret, il mouille beaucoup à Montréal. On est pogné chez nous parce que ça grève la STM. Fait que... C'est vrai, en plus. Oui, c'est un petit peu chiant. Pauvre vous autres. Ben, écoute, il y a pire dans la vie, mais... mais là, ça va s'arranger avec votre nouvelle mairesse. Là. Oui, celle qui est pour les Airbnb dans une ville qui est en crise de logement. Bravo, les Montréalais. Contre les pistes cyclables. Ben oui, hein, on ne pourra plus... ça va bien. Viens chez nous. Arrêtez donc de donner des pouvoirs à des sociopathes fonctionnels. Là, ça pourrait être une bonne chose. Donc, j'ai écouté une série au hasard comme ça que je regarde, que je voyais comme... qui était suggérée. Mon algorithme de Netflix me connaît bien. Ça s'appelle Netflix True Haunting. Tu sais que je suis amateur d'histoires de fantômes, Étienne. Oui. On a fait y faire un podcast là-dessus à un moment donné, avant qu'il y ait une pandémie. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas fermé à l'idée encore, si tout est down. Mais bon, en tout cas, moi, je suis très, très sceptique. Puis je pense que on roulerait peut-être des yeux à s'en décrocher les orbites si on faisait un podcast sur les fantômes parce que... on n'y croit pas ni l'autre. Non, on n'y croit pas vraiment. Puis, mais j'aime l'histoire. J'aime toute l'espèce de lore. Le lore est le fun, oui. Exact. Mais souvent, les gens, quand ils voient, je veux dire, je suis rentré chez moi, le verre a bougé, puis c'est mon papy qui voulait que je comprendre qu'il faut que je continue. Puis non, là, tu fais de la projection. Là. Probablement qu'il y avait de la thérapie. C'est tout. C'est juste, t'as de quoi à processer. C'est ça. Vas-y. Prends une mauvaise décision comme tout le monde va te faire un tatou avec ça. Là, je veux dire, comme c'est ça. Peut-être qu'il va s'agrandir et il va couvrir ta face. Exactement. Sacrément, on revient à Carrie, c'est ça. Mais quoi que, tu sais, puis le contenu de fantôme, tu sais, autant qu'il y a de la crap en true crime, il y a beaucoup plus de crap en histoire de fantômes. C'est comme adjacent pour moi. Les genres de
chasseur de fantômes qui te montre des preuves, puis ça n'a jamais rapport. Finalement, c'est juste pixelisé parce qu'il y a encore de la technologie mini-DV du début des années 2000, mais pour une raison Oui. X, ils utilisent encore. Comme par hasard. Oui, Mais non, c'est juste ça. Sinon, on dégueulasse. verrait que c'est fake. Exactement. En tout cas. Mais j'ai écouté une couple d'affaires au fil des dernières années, là, notamment sur Netflix. Pas sur Netflix, mais sur Apple TV+. Il y avait une série sur, je pense, c'est The Haunting of... de Enfield Poltergeist que j'avais bien aimé. Puis, tu sais, moi, l'histoire de fantômes, les séries documentaires de fantômes, c'est comme pour les séries True Crime, j'arrête pas d'en parler, c'est qu'il y a quoi au niveau de l'approche esthétique et narrative qui doit être bonne pour que je sois intéressé. Même si je connais l'histoire, même si j'ai déjà vu, ça a été raconté 10 000 fois, il faut qu'il y ait une manière que ce soit raconté qui est intéressante au niveau plastique, mais aussi au niveau de la façon que c'est construit. Puis ça peut être autant visuel que narrativement parlant. Arrêtez de faire fucking parler des non-experts de YouTube dans vos séries de True Crime, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse. Mais bon, ils vont continuer, c'est sûr, c'est pas cher, ils veulent juste de la visibilité. Mais là, je suis tombé sur cette série-là qui s'appelle Netflix True Haunting. Il y a une saison pour l'instant et c'est coproduit par Atomic Monster, la compagnie de James Wan, qui a entre autres fait Malignant, et les premiers Conjuring, les 2 premiers Conjuring. Donc, une certaine sensibilité là-dedans. Au-delà des histoires, là, parce qu'il y en a 2 qui sont traités dans la série de 5 épisodes, les 3 premiers sont dédiés à la première histoire, les 2 derniers sont traitent d'une autre histoire. Visuellement parlant, surtout les 3 premiers, c'est franchement quelque chose. J'étais impressionné. Visuellement parlant, je trouve que c'était super beau, c'était dynamique, la manière qu'on faisait aussi interagir les témoins, les gens qui étaient impliqués dans cette histoire-là qui datait de 1981-83, début des années 80. Il y avait beaucoup d'humanité, en fait, dans la manière que c'était traité. Puis ça m'a plu. Même si j'y crois pas pantoute, là, c'est sûrement un délire collectif. Là. Mais j'étais vraiment intrigué. Ça m'a fait douter un peu. Parce que les gens avaient l'air excessivement sincères. C'est des gens qui venaient de plus différents comme milieux. Ça reste que les preuves sont pas là. Mais l'emballage faisait que j'étais engagé dans la série. Donc, la première histoire, c'est des gens qui se retrouvent dans une petite... un collège aux États-Unis, et il y a un des nouveaux étudiants dans les dorm rooms, les chambres, qui commence à être tourmenté par ce qui semble être un esprit, et éventuellement, ça passe de lui et aux autres. Donc, que les gens assistent aussi à des manifestations, et tout le monde, ou presque, qui était impliqué dans l'histoire d'origine, sont interviewés pour le doc, et on mélange... des scènes où on recrée des scènes qui nous sont décrites avec des enregistrements de gens qui semblent vraiment troublés. Là. Il y a une couple de fois parce que les gens vont s'effondrer un peu. Tu vois que ça les a marqués, qu'importe ce qu'ils ont vécu ou ils pensent avoir vécu. Ils ont été affectés par ce qu'ils pensent avoir vécu. Puis c'est super bon. J'ai trouvé que ça avait ça montait vraiment la barre très haute pour du doc de paranormal. Ça, c'est la première histoire qui se passe dans ce qu'il appelle je pense que c'est le Erie Hall. Et la deuxième histoire, c'est une histoire de fantôme plus classique, là, où à un moment donné, justement, il y a des chasseurs de fantômes, puis il y a une caméra sur un trépied, puis tu vois une fenêtre s'ouvrir, puis ils font comme « Check! » Ouais, c'est une fenêtre qui s'est ouverte, là. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Il n'y a aucune explication possible à part le paranormal. Exactement. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Oui, comment ça m'est jamais arrivé, moi, qu'une fenêtre s'ouvre toute seule quand je passe à côté. Jamais. Non. Non, j'ai jamais vécu ça. Non, un courant d'air? De quoi vous parlez? C'est de l'ectoplasme. C'est exactement ça. C'est Papy qui voulait ouvrir la fenêtre pour me montrer de continuer. C'est ça. Me montrer qu'il fallait que je respire. Exactement, c'est ça. Avec la deuxième histoire, est moins le fun, mais la troisième, qui est 3 épisodes d'à peu près 1 heure, franchement, j'étais hook. Une belle, tu sais, comme moi, j'adore focusser sur des petits détails comme ça, mais le beat du montage, comment c'est structuré, qu'est-ce qu'on décide de nous raconter, comment on décide de mettre ça en page, si on veut, en mise en page, c'est réalisé. J'ai full trippé. Fait que même si je crois pas... Ils présentent ça comme étant, tout ça c'est vrai. Là. Oui. C'est ça l'angle. Mais... Où ils disent, eux ils pensent que c'est vrai, puis nous on rapporte ça. Ils disent les deux, en fait. Ils disent les événements, surtout pour la première histoire, ils disent les histoires, la façon que c'est raconté est vécue de telle date à telle date par tel jeune dans tel collège aux États-Unis. Certains noms ont été changés pour l'anonymat et dramatisés pour l'effet. Donc, tu sais, c'est clair que des fois... Okay. Il y a une scène, par exemple, ils prennent certaines libertés, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'un des gars impliqués dans l'histoire jadis, c'est un photographe. Il n'arrêtait pas de prendre des photos constamment. Fait qu'il y a des vraies photos de la période où les gens ont vécu ces expériences-là qui sont tirées. Okay. C'est ça où je te dis, ça devient vraiment intéressant. Tu as un portrait de ces jeunes-là qui ont vécu quelque chose,
probablement un genre de délire collectif, mais appuyé avec ce qui semble être des artefacts de cette période-là de leur vie. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant. Ils ont retrouvé le prêtre que le gars va voir à un moment donné pour avoir des conseils, le père, les autres étudiants. Il y a vraiment c'est vraiment une bonne série de 3 épisodes solides. Mm-hmm. C'est là qui c'est un peu dommage, c'est que quand on va à l'histoire de fantômes plus classique, qui aurait été observé les Antilles seulement par une famille de quelques personnes, ça réduit un peu le scope de qui serait impliqué puis comment il aurait pu s'infecter mutuellement qu'une idée commune. T'sais. Surtout que c'est des gens qui viennent d'un genre de, disons, un background religieux un petit peu... comment je pourrais dire ça de façon polie, où il y a beaucoup de... Non, mais tu sais, quand tu t'écrases un chat noir, là, c'est quoi le superstitieux? Voilà. Il y a une certaine superstition. Quand t'écrases un chat noir. Avec un miroir. T'es pas supposé en dessous d'une échelle. En dessous d'une échelle. Puis tu as du sel par-dessus ton épaule. Tu sais, là, quand tu fais ça. Ouais, quand tu fais ça, là, d'un bravo. 14 ans de malheur. C'est ça. Fait que le nom de la série, ça s'appelle True Hunting sur Netflix. La saison est disponible. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes qui vont sortir éventuellement parce que moi, je suis hook. Puis j'ai eu la chienne. Ouais. J'ai eu la chienne. Ah, ouais. Moi, j'ai vu passer moi aussi, je l'avais dans mes recommandations, Ouais. mais je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit, une affaire de fantômes. pseudo-fantômes qui vont dire que c'est vrai, puis que ça va être des gens qui vont dire oui. Fait que je pensais, je n'ai pas embarqué, je n'ai même pas essayé. Mais là, si tu m'en parles comme ça, je vais le faire. Mes standards sont hauts. Je peux autant consommer de la crap de 2B puis être diverti, mais savoir que c'est de la crap que je consomme. Quand tu vas chez McDo, tu le sais que tu n'auras pas une expérience gastronomique extraordinaire, mais des fois, c'est ça que tu veux, puis tu es bien content pareil, puis non, ça peut être satisfaisant quand même. Quand même. Mais là, c'est pas ça. C'est pas l'équivalent d'un Big Mac en termes de série documentaire. C'est vraiment quelque chose il y a un craft qui est derrière, il y a une attention qui a été mise, qui est soutenue. Puis c'est ça qui m'a plu là-dedans. Parce que si, à tout le moins, l'histoire n'avait pas été intéressante, j'aurais été charmé par l'approche graphique. Mm-hmm. Puis il y en a tellement peu pour ce sujet-là parce que je pense que tu peux faire un peu d'histoire. Tu peux livrer des histoires comme ça, un peu avec n'importe quoi, un peu n'importe comment, puis ça va pogner de toute façon. Mais là, il y a une attention aux détails qui m'a séduit. Donc, pour ça, je trouve que la série vaut la peine. C'est ça. C'est pas très long, anyway. 3 épisodes d'une heure, puis vous pouvez skipper à la deuxième moitié. Ou l'écouter, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Tabarnak, je suis pas votre père. Mais, écoute, parce que j'en vois pas un écouter la deuxième moitié. Je viendrai chez vous comme le bonhomme 7 heures. Exactement. Exact. Fait que voici, M. Forêt. Qu'est-ce que tu as de ton bord? Ben, j'ai une autre nouvelle qui concerne Godzilla parce qu'il est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Laurent, il avait juste à pas prendre congé. Ben, c'est ça. Tant pis pour lui, il manque toutes les bonnes affaires. Mm-hmm. Voilà. Ben, c'est le 71e anniversaire de Godzilla. Bonne fête. En passant. Ben oui. Bonne fête, God. God. Une grosse bougie, ça. Par exemple, comment tu sers un gâteau à Godzilla comme ça? Ouais, ça doit coûter cher. Mm-hmm. Ça doit être un très gros gâteau. Mm-hmm. Mais oui, puis là, ben, pour fêter ça, ben, ça n'a pas vraiment rapport, c'est juste que ça donne en même temps. Ils vont sortir le premier role-playing game de Godzilla. J'ai vu ça passer, puis tu m'as dit ça tantôt avant l'émission, puis je suis vraiment intrigué. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir. Là, pour l'instant, c'est juste annoncé qu'ils vont faire un Kickstarter pour le starter. Mm-hmm. Donc, on n'est pas encore du tout proche d'avoir un livre dans les mains, mais ça va certainement fonctionner. Je ne vois pas comment le Kickstarter pourrait ne pas marcher. Ouais, c'est puis là, ils sont oui, c'est garanti. S'ils vont même comme buster le budget 8 fois, puis comme c'est sûr que ça va être super. Mais bon, ça va prendre le temps que ça va prendre pour sortir ça. Puis il y a trois personnes qui sont des légendes dans le monde de Warhammer, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, le jeu de on a quelques auditeurs qui trippent sur Warhammer. On essaie de temps en temps de me faire jouer ou de m'intéresser au lore, justement. Puis je suis comme non. Puis ça marche pas? Ben, c'est parce que si je mets le pied dedans, je finis plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. J'ai déjà trop. C'est gros en plus. C'est très gros. C'est vieux, puis il y a plein d'affaires. J'ai déjà beaucoup d'informations dans ma tête qui sont inutiles par rapport au lore. Là, je veux dire, il y a du Star Wars là-dedans, il y a du Ghostbusters, il y a bien des affaires. J'ai pas de place pour d'autres choses. Ouais, donc, je comprends. Mais là, c'est ça. Ces 3 gars-là, Jervis Johnson, Mark Latham puis Gav Thorpe vont se mettre ensemble pour créer ça. Puis, ce qui est intéressant, ce qu'ils annoncent, c'est qu'il va y avoir des feuilles de personnages, comme tous les bons role-playing games. Mais le but, c'est qu'au lieu d'avoir des dés, tu joues avec des cartes. OK. Puis, c'est du hasard pareil, mais différemment. Puis là, c'est supposé être un RPG. Là, on a peu de détails encore parce qu'il n'existe pas. Puis on parle vraiment d'un RPG, là, c'est pas un jeu de table. Là.
Non, exact. Un tabletop RPG, genre Donjon Dragon, Ok. mais au lieu de lancer des dés, tu piges des cartes. Fait que ça va être la petite twist, là. T'incarnes des personnages humains ou des kaiju, est-ce qu'on le sait? Non, j'ai l'impression que tu joues contre les kaiju. Ah, Fait que t'es des humains, Nice. c'est ça. Mais Bon. à suivre. Et imagine, ça serait vraiment drôle que ça, c'est juste des scènes de bureau comme dans les Godzilla. Là. C'est du monde rassemblé Exact. qui font juste jaser. Ils tirent des cartes à Autour d'une map lumineuse. Exactement. Il y a de quoi à faire avec ça, là. Ouais, oui. On a eu l'idée, là. Enfin. On a eu l'idée. Moi, je vais parler d'un petit événement qui s'en vient du côté de Marvel Comics qui a été dévoilé la semaine passée. C'est un événement qui s'appelle Armageddon. Ben oui, toutes les choses. Qui va sortir en juin prochain. Et c'est écrit par Chip Zdarsky, qui est un auteur de bande dessinée américaine qui est très bon, dont on a parlé souvent à l'émission. Ben oui. Et que cet événement-là promet, j'aime ça quand ils disent ça, là, de chambouler les fondations du Marvel Comics, l'univers de Marvel Comics qu'on les connaît. Oui. Ils font ça tout le temps, là. C'est Ça correct. a jamais été fait, ça. Ben oui, mais en même temps, tu sais, ils vont faire quoi Ben, dans ça leur peut être promo? bon. Ils n'ont pas le choix, ils vont dire quoi? Ben ça va être correct, là. Ils peuvent pas dire Il ne se ça. passera pas tant d'affaires que ça, mais ça va être quand même le fun, vous allez voir. Mais tu vois, là où je suis intrigué, Étienne, parce qu'ils parlent de chambouler les fondations de l'univers de Marvel Comics comme on le connaît, c'est qu'ils font une référence directe à Avengers Disassembled, qui est une série qui avait eu lieu dans les années 2000, début des années 2000, qui avait chamboulé quand même le statu quo des Avengers notamment et l'univers de Marvel Comics. Donc, on nous promet quelque chose dans cette veine-là. Et donc, la route, si vous voulez, le sentier qui va mener à Armageddon va commencer dans la série de Captain America, qui est aussi écrite par Chip Zdarsky et qui va être liée à des événements qui ont lieu dans Ultimate Spider-Man Incursion numéro 5, dont on a parlé récemment à l'émission, dans lequel Miles Morales revenait de l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate, avec des Origin Box qui donnent des pouvoirs. Donc, 5 Origin Box. Et sur l'affiche de Armageddon, on a une silhouette en noir avec une cape, on ne sait pas c'est qui. Et dans sa main, au personnage qui est là, on voit une espèce de boîte blanche. On fait référence clairement à Origin Box. Donc, sûrement quelque chose qui va amener des nouveaux personnages, voire des nouveaux pouvoirs, un nouveau assemblage Marvel Comics. Tout ça, comment c'est agencé, je ne le sais pas. Mais je suis très intrigué, juste parce que c'est Chip Zdarsky qui l'écrit, mais aussi parce qu'on fait référence à Avengers Disassembled. Ça promet. Ouais. Ouais. Quand même une référence qui date de 25 ans, là, de 20 ans. Fait que ça parle au vieux monsieur qui l'a lu dans le temps quand c'est sorti. Exact. Toi, d'ailleurs, tu as quelque chose par rapport au vieux monsieur, hein, c'est ça? Oui, ben veux-tu qu'on fasse ça? Oui, j'avais envie d'être en crise. OK, ben ça tombe bien, Benoît. Parce que ouais. je t'ai préparé ma célèbre chronique « Qu'est-ce qu'il y a 30 ans? » Donc, je te propose un petit jeu. Oui. Je te nomme 2 choses. Puis une de ces 2 choses-là a 30 ans cette année et l'autre non. Puis là, il faut que tu m'identifies laquelle. Ah mon Dieu, j'ai l'impression qu'il va y avoir des pièges là-dedans. Il y en a un peu, mais il y en a des faciles aussi. J'ai mis un peu de tout. Mais tu sais, mettons qu'on commence par une facile. Vas-y. L'argent puis le vote ethnique, ou, si je vous ai bien compris, vous voulez dire à la prochaine fois. Ça, je sais que tu as écrit ça sur ton heure de dîner tantôt, puis tu as pensé que tu étais bien clever de sortir ça. Puis je t'avoue que je reconnais beaucoup ton humour dans cette formulation. Je vais y aller pour A. Exact, voilà. Le dernier référendum a eu 30 ans. Bon, fait que bravo. Okay. Celle-là était facile. Il y en a une autre. Là, il y a des Européens qui n'auront pas compris la référence pantoute, mais allez googler ça. Là. Ah, ben là. Ouais. Ben là, c'est ça. Renseignez-vous, les Européens. Faites vos recherches. Il n'y a pas juste votre histoire. Exactement. Non, c'est ça. Il y a la nôtre aussi. Il y a aussi la nôtre. Qui est vraiment passionnante. Mais oui. Sinon, si je te dis, mettons, je te gage qu'il va me faire le coup du Fidouda. Ou bien 1-2-1-2, patate poêle, maudit cœur. Ah là, ça là, t'es cheap là-dessus, Étienne. Parce que tu fais oui, parce que là, je sais que tu le sais. T'sais. Non, en fait, non, je le sais pas, mais je doute parce que les deux, c'est des références à François Pérusse. Puis la dernière fois qu'il était dans l'émission, tu me disais que c'était l'album du Peuple tombe 4, je pense, ou 2, qui avait 30 ans. C'était pas à l'émission, je t'ai juste dit ça dans TDM. C'était l'album du Peuple tombe 4 qui a eu 30 ans, genre en début octobre, là, moins d'un mois. Oui, je me souviens, je t'ai envoyé 30 ans du tome 4. Oui, ben j'ai fait ça quand j'ai vu la nouvelle. Ben, c'est pas une nouvelle, en fait. C'est que je fais du ménage dans ma collection d'MP3. Puis quand j'ai vu que Chris c'est sorti en 95, j'étais là, hey, je vais aller écœurer Benoît. Fait que là, j'ai pris le temps de faire un meme de Skeletor, Until We Meet Again, puis de l'envoyer. Oui, qui est mon meme préféré. C'est drôle parce que sur le Discord des Mystérieux Étonnants, c'est absolument moi qui fais ce genre de joke-là.
Puis là, tu me dis, va le mettre sur le Discord. Fait que c'est vrai, je t'ai dit, va le mettre sur le Discord pour pas que ce soit moi qui prenne le blanc. J'ai envie de dire que les deux viennent de la même période. Est-ce que j'ai raison? Ben, non, mais presque. Quand même. Le coup du Fidouda, c'était dans le tome 3. Qui a donc 31 ans, lui. 31 ans. Ça. Fait qu'un 2, patate poêle, c'est sur le tome 4. Puis c'est ça. Fait que là, moi, ce que je disais après, comme aux gens dans le Discord, puis ça en a fâché quelques-uns, c'est comme, non seulement l'album a 30 ans, mais si vous dites encore des quotes de cet album-là dans votre vie de tous les jours, genre pour faire rire vos amis, vous avez l'air des gens qui, en 95, quand c'est sorti, faisaient des jokes de Claude Blanchard de 1965, puis que vous trouviez super tata. T'sais. Fait que c'est ça que vous avez l'air devant les jeunes. Dieu, tu me fais mal. Là. Puis Claude Blanchard, là, il y avait une obsession sur les gens atteints du sida. Hein. Il a fait beaucoup de jokes là-dessus dans son répertoire. C'était crissement mauvais. Je suis tombé sur une écoute, là, ça n'a pas bien vu. Celle avec les bières, c'est une de ces classiques. Je me souviens pas sûr qu'on veut la répéter, c'est correct. Non, mais je vous dis juste, ça implique une marque de bière qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait de la DA. De la DA? D-A-W, je pense, ou D-O-W, mais au Québec, on prend ça de la DA. Je pense que c'est D-A-W. Fait que vous pouvez inventer votre propre joke avec ça et le sida. Arrangez-vous. Vous avez tous les morceaux, là. C'est pas compliqué. Ça a saturé, je suis content que ça a saturé là-dessus. OK, en as-tu une autre? Oui, j'en ai plein d'autres. Là. Je vais te donner les plus fun. Un petit plus, là. Cotton Eye Joe ou bien la compilation Red Hot, trop brûlante pour se vendre en magasin. Ah, va chier, c'est pas facile, ça veut dire. Je pense que je veux dire... là, c'est parce que je doute de ma propre vieillesse. C'est pas évident, parce que tout ça, c'est vieux aussi. Oui, j'ai rien pris de nouveau. Là. Je veux dire la compilation Red Hot. Red Hot est sortie en 98. Donc, elle a 27 ans. Mais Cotton Eye Joe a 30 ans cette année. Ouais, Cotton Eye Joe. OK. Une petite dernière pour la route, là. OK. On reviendra à ton jeu si t'en restes après. Ouais, j'en ai plein. J'en ai fait plein, mais on n'est pas obligé de faire ça. Non. La PlayStation ou la Nintendo 64? La PlayStation ou la Nintendo 64, la PlayStation est le résultat de l'échec de collaboration entre Sony et Nintendo. C'est que je veux dire que la plus vieille, 30 ans, je veux dire que c'est la PlayStation 1 qui a 30 ans. Exact. La PlayStation 1 a 30 ans. C'est bravo, Sti. Oui, t'es fort. C'est une année de différence. Hein. Oui. Bravo. Oui, je me souviens très bien de la PlayStation 1. Quelle console quand même. Quelle console. Oui, vraiment. Moi, j'ai une petite nouvelle qui a 30 ans. Je pense que je jouais aussi à ça. Je parle de Lego, encore une fois, à l'émission. Sauf que, tu vois, aujourd'hui, dans le temps, j'avais pas d'argent. Puis, je m'achetais des Lego. Aujourd'hui, j'ai pas d'argent. Puis, je m'achète encore des Lego. Sauf que je m'achète des Lego vraiment qui font référence à probablement ce que j'écoutais il y a 30 ans de ça. Exact, c'est ça. Ouais. Oui, absolument. C'est Lego aussi. Lego te suit. Lego me compris. Suit. En fait, c'est drôle parce que j'en parlais encore récemment, mais c'est fou à quel point Lego, tout leur branding ou surtout les ensembles qui sortent, surtout de ce temps-ci, sont dirigés directement vers le public qui a vieilli avec la compagnie. Là. On s'entend que les plus grandes propriétés qui sont développées chez Lego en ce moment, c'est des propriétés qui datent des années 80. Non, vraiment pas. Exact. Ils ont un brand qui s'appelle quand même Adult Welcome. Là. C'est une des citations qui vient avec certains des ensembles. Puis Adult Welcome, tu le sais que quand tu le lis, tu vas payer cher pour ton crise de modèle. Ça veut dire sors le cash, le vieux, parce que... Exact. 800$. 800$ parce que ta nostalgie n'est pas gratis, mon tabarnak. Donc, ça a été annoncé, puis ça avait été dévoilé même avant la sortie de la nouvelle du côté de Lego. Mais il y a un ensemble qui va être qui est déjà disponible d'ailleurs, basé sur le film de Richard Donner de 1985. On parle de The Goonies. C'est-tu ta période, toi, de Goonies? Oui, c'est absolument mon enfance. J'avais 10 ans à The Goonies. Wow! Moi, c'était un petit peu plus jeune que toi, fait que je l'ai connu plus tard. Puis tu vois, comme je sais que Simon Chénier, qui participe à l'émission, lui, il l'a vraiment vu plus tard encore. Fait qu'il n'y a pas de nostalgie associée aux Goonies. Non, c'est ça. Mais c'est un film. Je l'ai vu au cinéma quand j'étais enfant. Là. C'était comme la grosse affaire. Là. Mais tu sais, ce film-là, encore aujourd'hui, il y a des gens qui veulent une suite. Là, pour dire à quel point ça a marqué l'imaginaire. Fait que, faites pas ça. Là. Non. ça a tout gâché. Ça a l'air que ça s'en vient. Bon, non, écoute, l'original existe pareil. Là. Les suites sont jamais bonnes. Ah, Aliens?
Ouais, Aliens. Mais c'est pas 30 ans plus tard. Non, c'est pas 30 ans plus tard. C'est pas 40 ans plus tard. Non, non, j'avoue que c'est j'avoue. C'est ça, là, l'affaire. C'est ça la twist. Mais écoute, si vous voulez voir éventuellement une suite à Goonies avec des gens qui ont des problèmes de dos, ça reste à voir. Mais ce qui s'en vient, c'est un ensemble Lego de 2912 pièces au total. On parle de 12 figurines d'une largeur de 18 cm par une longueur de 62 cm et une hauteur de 36 cm. C'est comme quand même un gros modèle, on s'entend. Puis le bateau, j'imagine, le bateau pirate. Exactement, mais là où je trouve ça intéressant, parce que le bateau comme tel, on aurait pu se dire, ils reprennent le vieux modèle de bateau pirate qui était très populaire dans les années 80 chez Lego. Mais ils en font un genre de diaporama, comment tu appelles ça? Diorama. Diorama, voilà, merci. Où chacune des pièces du bateau, en fait, c'est comme on reprend une scène du film. Fait que d'un côté, tu as la façade du bateau qui est reprise, et là, tu la retournes, et chacune des pièces, c'est une scène qu'on reprend du film. Scène, okay. Donc, il ne serait pas nécessairement dans le bateau, dans le film, mais c'est pour comme rendre hommage. Puis c'est quand même une pièce très intéressante. Puis là, je vais te poser la question, Étienne, as-tu une idée du prix qui va être associé à ce modèle-là? C'est à mon tour de te poser des questions qui pourraient... C'est sûr que ça va être super hors de prix. Mais est-ce qu'on parle, mettons, de 400$ puis que genre on pourrait l'acheter si on voulait quand même, ou on parle de mettons 1000$, puis ça juste pas de on n'est pas dans le 1000, c'est pas la tour Ok. de Sauron de Lord of the Rings. Je peux te dire. Ok. C'est beaucoup, c'est même bien en dessous pour vrai, pour un Lego, je trouve que ça reste abordable, et là je mets des gros guillemets radiophoniques ici. Ouais. Bon, mettons d'abord 350$. T'es proche, tu veux que je te le dise? Oui, s'il te plaît. En canadien, c'est 379,99$. Donc, plus taxes, ça revient à Plus taxes, genre de 400 quelque. 400 quelque. Ouais. Mais pour un modèle de ce genre-là, c'est quand même relativement abordable. Je sais là, que là, je parle... T'as 3000 morceaux quand même. De 3000 morceaux, là, puis là, je parle d'une position de quelqu'un qui n'a pas d'enfant puis qui n'a pas de dépenses. Là, fait que mais le coût de la vie est énorme. Mais les gens qui ont des enfants, c'est leur choix là, aussi. Ouais. Fait qu'ils n'ont que à blâmer. Tabarnak, vous avez le choix entre les Legos et les enfants. Vous avez choisi les enfants. Quelle décision de marde. Bravo. Surtout que quand tu as des enfants... Les Legos à vos enfants. Mais non, Étienne, quand tu as des enfants, tu peux pas acheter des Legos. Ils vont les briser. D'ailleurs, j'ai fait livrer des Legos. Pas des beaux Legos de main. J'ai fait livrer des Legos chez ma soeur récemment. Je me suis acheté le Gizmo et le Game Boy. Puis je l'ai fait livrer chez ma soeur parce qu'ici, clairement, il va faire Yonks qui va partir avec. Là. Je suis sur une rue pas très passante. Et il a fallu que ma soeur explique à mes deux nièces que non, c'était pas mon oncle Ben. C'est le Wow. C'était pas pour jouer. Fait que là, j'étais comme... Je sais pas à ce jeu. Pour enfants, c'est votre oncle. Je sais pas à ce jouer pour enfants. C'est pas votre oncle. Vous savez, là, votre oncle attardé, là. Ouais, celui qui vit tout seul à Montréal. Tu sais, des fois, quand tu sais que on en a souvent parlé. Oui, celui qui habite avec des jouets, là. Ouais, c'est ça. Ça coûte 400$ chaque jouet, mais son appart est trop dangereux pour se faire livrer. C'est ça. C'est ça, exactement. J'ai probablement un lien, tout ça. Créé un core memory chez mes nièces, là, qu'à un moment donné, ils vont me poser la question à 21 ans, je suis encore vivant. Pourquoi? En tout cas, c'est ça. Mais oui, tout ça va leur revenir plus tard, Étienne. Là. Oui, ils doivent avoir hâte. Là. Je ne me ferai pas enterrer avec ça, là, c'est clair. Fait intéressant aussi, le Lego est basé sur un modèle qui a été proposé à travers le programme Lego Ideas, qui est un programme à travers lequel la communauté peut choisir, voter pour des ensembles. C'est une superbe idée que Lego fait, en fait, sur laquelle s'appuie depuis un certain temps. L'usager en question, c'est un certain Vangelis Nitses. Voilà, bravo, dude. Ben, bravo à lui. Je sais pas si les gens sur lesquels le modèle est basé reçoivent une copie. J'ose espérer que oui. Parce que c'est pas le modèle exact qu'ils reprennent. Là. Il y a les développeurs qui repassent à travers le modèle, l'adapter. Il y a certainement des considérations aussi monétaires autour de ça. Oui, c'est ça. J'imagine. En tout cas, anyway. Fait qu'il y a aussi en parallèle de ça, Étienne, une sortie, un live streaming qui est annoncé pour cette semaine, le 6 novembre 2025, à partir de 18h15. Pourquoi 18h15? Okay. Je ne sais pas. Donc, un live streaming. Ça donnait. Ça donnait bien de même. Ça dépend. Pour ça dépend de quelle heure les gens finissent de travailler. Ah, d'après moi, le gars qui stream avec eux autres, c'est Jake. Fait qu'ils font comme un genre de petit buffer pour être certain que tout est correct. Et ça laisse présager, mais là, je Lego spécule qu'on va peut-être dévoiler finalement l'ensemble de Star Trek que j'attends avec impatience. Ce qui fait que j'ai pas dépensé pour l'instant pour The Goonies parce qu'il y a de... Fait que tu gardes, s'il y a Star Trek qui sort, tu vas prendre ça. Le Enterprise, genre? On sait pas. Il y a plusieurs modèles qui circulent en ce moment qui sont clairement faux. Là. C'est pas le...
c'est des modèles faits par des fans qu'on a pris et qu'on a posés sur des boîtes. Là. Mais s'il y a un modèle à faire, je pense que ça pourrait être celui de l'Enterprise D, comme dans Next Generation. Ce serait un très beau modèle, d'ailleurs. Mais on sait rien. Ouais. On a juste une minifig de Riker qui a été diffusée à date. Puis c'est de l'époque Next Gen avec le costume rouge. Là, c'est ça. Fait qu'on voit l'époque. Okay. On voit l'époque. Fait que voilà pour Lego. Qu'est-ce qui te restait, toi, Étienne, de ton bord, avant de parler du film d'aujourd'hui, cette semaine? Ben, écoute, je peux. Il me reste d'autres jeux de qu'est-ce qu'il y a 30 ans? Ah oui, ok, vas-y. J'ai encore de l'énergie cognitive, là, ça va. On peut essayer. All right. La princesse astronaute ou Radio Enfer? Oh, va chier. Je vais dire... Hey, c'est tough. Là, c'est sûr que notre ami Guilla de Opération Beurre de Cinoche le saurait, lui, parce que c'est son jam. Je vais dire que Radio Enfer a 30 ans, puis la princesse astronaute est plus vieille que ça. Exactement. Yes. La princesse astronaute a 32 ans, puis Radio Enfer a 30 ans cette année. T'as essayé de me pogner parce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Ben, je sais tout le temps de te pogner, mais tant mieux si tu réussis à me déjouer, là, c'est ça. Check, j'en ai une ici. Je connais mon Pascal Bussière, moi, là. Oui, c'est vrai. La fois qu'elle tripe sur la peinture ou bien la princesse astronaute. OK. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'hiver, ou l'album Melancholy and the Infinite Sadness? Eh boy, je vais dire non, Jean-Luc Brassard, c'est plus que 30 ans, fait que ça va être l'autre. C'est effectivement la Melancholy de Smashing Pumpkins qui a 30 ans. Puis on pouvait raisonner un petit peu parce que les Jeux olympiques d'hiver sont sur des cycles de 4 ans, fait qu'ils n'avaient pas en 95. Fait que ça pouvait t'aider si tu pensais à ça. Oui, j'aurais pu, mais là, il faut que je calcule dans ma tête, fait que c'est clairement pas ça que j'allais faire. Pas évident. Non. Tu fais le modulo 4 puis tu regardes ce que ça donne. OK, une facile. La série Moi et l'autre ou le reboot de la série Moi et l'autre? Je veux dire que la série Moi et l'autre, l'original, à 30 ans. Non, vraiment pas. C'est le reboot. Oui, l'original, c'est genre des années 60. Ah, sacrément, ok. c'est okay. Vraiment vieux. Désolé les gens à la maison, je viens de vous décevoir. Les fans de Dominique Michel. Oui, c'est vrai, ok. Je viens de faire le lien, c'est de qui tu parles. Oui, ok, oui. C'est avec puis Denise Filiatro. Évidemment, c'est super vieux. Ouais. Ensuite, comme elle, là, ils vont avoir 100 ans les deux bientôt. C'est fou, hein? C'est débile. Ils meurent jamais non plus. Ça, c'est le genre de personne qui meurt jamais. Là. Comme Janine Souto. Hein? Ouais, mais es-tu morte, Janine Souto? Oui, malheureusement. Oui, mais elle a vécu longtemps quand même. Ouais. Puis Jeannette Bertrand, qui a eu 100 ans. Oui, c'est fou, Jeannette Bertrand. Ouais. Mais tant mieux, tant mieux. En plus, c'est des grandes femmes qui ont marqué le Québec, Colin. Exact, c'est ça. On les laisse vivre un bout. Super Mario World 2 Yoshi's Island ou bien Donkey Kong Country? Tu vois, mon réflexe, c'est de dire que c'est Donkey Kong Country, mais, je sais que je ne dois pas... faut que tu fasses le contraire de ce que tu penses. Non, c'est pas ça, c'est que je sais c'est beaucoup moins... C'est plus proche, c'est plus loin que je pense que c'est l'est, en fait. Alors, je vais dire que celui qui a 30 ans, c'est Yoshi Island 2. C'est effectivement Yoshi Island, Donkey Kong Country. Il y a 31 ans. Il était l'année d'avant. Très deux bons Oui, deux très bons jeux. Deux excellents jeux, exact. Canal V ou Canal D? C'est Canal V. Je pense que Canal V est plus jeune. Fait que Canal V a 30 ans. Ben, c'est vrai que Canal V est plus jeune, mais c'est Canal D qui a 30 ans. Canal V a 28 ans. Il est arrivé 2 ans après. Ouais. Tu sais, un que je pense que tu vas être sûrement capable de réussir ça facilement. Superman, volume 2, numéro 75, Death of Superman. Ou bien Amazing Spider-Man 400, die-cut cover, Death of Aunt May. Hey, pour vrai, je pense pas que c'est si facile que ça. Non, moi je pensais que tu l'aurais tout de suite, celui-là. En tant que le grand spécialiste, mais oui, ils sont toujours proches. Je me suis jamais qualifié d'autant de spécialiste. Je vais dire que celui qui a 30 ans, c'est la mort de Superman. Parce que récemment, il y a eu un anniversaire, mais je me souviens pas si c'est 30 ans ou 35e. Je veux dire la mort de Superman.
mort de Superman a 33 ans. C'était en 92. Moi, j'étais au cégep pendant ce temps-là. Je me rappelle bien de cette période-là. Puis c'est ça. Amazing Spider-Man 400 a 30 ans. C'est celui que le cover, il est comme en aluminium. Oui. Là, tu sais, là. Oui, mais c'est parce que depuis, Aunt May est morte au moins 3 fois. Fait que là, je sais plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'éventuellement, on ne sait plus de quelle mort on Elle n'est pas parle. tuable. C'est comme la Janine Dusto d'une mère de Marvel. Exactement. Ils ont même casting. La même affaire. Ouais. Ben, ils ont le même casting dans le comic book, effectivement. Oui, ouais, là, il est rendu très, très jeune. En tout cas, au bout du look. Morte encore? Oui, c'est vrai qu'elle est morte, par contre. Oui. Ça ne l'empêche pas de mourir. Non. OK, on finit par... j'en mets un dernier. Bon. La fin de RBO ou la fin de Crow, la revue? Ah, ben la fin de RBO. Parce que la fin de Crow, c'est avant RBO. Ben, tu vois, moi, j'ai été extrêmement surpris. En fait, celui-là, c'est juste un piège. Les deux ont 30 ans. C'est la même année. Puis j'ai été extrêmement surpris qu'en 95, c'est la fin de RBO et la fin de la revue Crow. Il y a 95, là, tu vois, mais là, tu comptes pas le retour en 2005 pour les bye-bye et ces affaires-là. Non. Ouais, ça, c'est 2008, 2007, 2008, je pense, les bye-bye. Mais non, mais je parle la fin du... Le groupe, c'est Disband, mais après ça, ils ont eu 40 retours. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est jamais fini, là, RBO, parce qu'après ça, ils ont ressorti les coffrets, puis après ça, ils ont ressorti les albums, puis ils sont sur Crave. ils ont fait le documentaire, puis tu sais, comme ça, c'est jamais vrai. Ils milquent ça pour tout ce qu'ils peuvent, là. Mais la fin officielle, quand ils ont dit « OK, on arrête de faire du nouveau stock », mais c'était là, en 95. Wow. Puis Crow aussi. Crow, j'étais sûr que c'était bien avancé. Ben oui, moi ça aussi. Continue, ça a perduré. Ça a, puis ils ont fini en 95. Ils sont comme revenus brièvement aussi, un peu comme RBO. Mais ouais, une fois, il y a un installment, me semble. Je pense qu'il y en a 2 au récemment. Il y en a on dit récemment, mais je pense que c'était pendant la pandémie, fait que tout est flou. Là, ouais, genre, dans les derniers 5 ans, là, ils ont sorti un numéro avec Red Ketchup sa couverture, puis c'est comme, il me semble, c'est fini tout de suite après. Ben, ils ont promis des suites, mais pour l'instant ne viennent pas. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'année passée, ou il y a 2 ans à peu près, là, c'est les gens qui écoutent Les Mystérieux depuis longtemps, presque 20 ans, peut-être le nom va vous dire quelque chose, mais j'ai reçu mon ami Louis-Éric Gagnon, qui était jadis directeur de la programmation d'une station où nous étions il y a très longtemps, dont le nom m'échappe. Puis, je pense que ça avait rapport avec LOL, Pointe-Hasard. Ouais, mais je ne sais pas comment ça rimait. Mais c'est flou. C'était un peu flou. Mais il me disait qu'il entendait parler entre les branches d'un retour, d'un vrai retour de Safari. Il a fini par jamais se concrétiser, mais c'était dans les... Quelle surprise! Ça serait vraiment pas une bonne idée, sérieux. Parlons de choses qui ont mal vieilli, Safari, Calis. J'en ai plein ici, hein, si jamais à un moment donné tu veux faire un spécial, je peux t'amener une caisse de Safari. Pour vrai, je pense que ça pourrait être un épisode spécial Safari visuel devant le public, comme on l'a fait pour le spécial d'Halloween, où est-ce qu'on est plus un visuel, où on va chercher des gags qui ont excessivement mal vieilli. Y en a-tu dans ce que t'as? Je sais pas, faudrait checker. Moi, je pense qu'il y a peut-être au moins 1 ou 2 gags qui ont mal vieilli. Dehors des reprises de gags de Piment Fort là-dedans, je peux pas croire, Caroline. Piment Fort devait piger là-dedans. En tout cas, je sais pas. Mais j'en ai vraiment beaucoup, là, pour vrai. Je dois en avoir, je sais pas, 50. Ah oui? Wow, OK. Oui, j'ai une caisse pour de vrai, là, puis il y a plein. J'ai aussi... je pense que je les ai toutes, ceux-là. Te rappelles-tu quand la revue Mad avait fait une version Mad Québec? Oui, je m'en souviens, mais on ne l'a pas acheté nous autres parce que justement, c'était pas Safari. Exact, c'est pas aussi bon. Ouais. Puis je pense qu'il y a eu juste 10 numéros, puis je les ai, ceux-là. Fait qu'en tout cas, on pourrait fouiller là-dedans, si jamais, je serais down de faire ça. Est-ce que tu as le spécial sexe où c'est marqué 3X sur le cover, mais en fait, en tout petit, en dessous, c'est marqué bingo? Je me souviens pas, honnêtement, mais ça se peut. Parce que ça me dit de quoi vaguement. Celui-ci, ma mère voulait pas que mon frère l'achète parce qu'en plus, il était dans un genre de cover de plastique, fait que tu pouvais pas le feuilleter pour voir. Tu peux pas checker. Ouais, c'est ça. Ma mère, elle refusait que mon frère l'achète, puis il l'a acheté pareil. Ouais. Mais j'allais dire que si je le trouve, j'allais lui donner, mais là, s'il l'a acheté. Mon frère serait très content de découvrir ça 30 ans plus tard. Excellent. Ouais, c'est un bon jeu, ça. C'est un très bon jeu, Étienne. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai passé au travers de mes nouvelles. J'ai fait le tour pas mal. On va pouvoir parler du sujet de la semaine, qui est un documentaire de John Candy, I Like Me, mais juste avant, je les annonce d'office. Vous pouvez nous laisser un message Pipe comme Martin, le troisième frère squelette, ce soir, qu'on a entendu au début de l'émission. Et le troisième frère. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Non, c'est pas la même entité, parce que c'est pas clair si les frères squelettes sont vivants ou si c'est des squelettes animés.
Peut-être que les frères squelettes, c'est juste un nom de famille, comme les Fortins ou les... Voilà, simplement. Des trois maisons, on ne sait pas. Ben oui. Pour nommer 2 exemples de nom de famille. Oui, nom de famille comme ça, ou forêt, ou je sais pas. Tout se peut, là. Tout se peut. Donc, c'est ça. Vous pouvez laisser un message vocal pour la semaine prochaine quand je serai avec Yoann. Vous pouvez aussi donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. Le lien est aussi sur notre site internet. En haut à gauche, il y a un bouton pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis regardez, là, si vous hésitez à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous pouvez avoir ce mois-ci accès aux clips qui ont été diffusés durant notre spécial d'Halloween. Donc, restez pour un mois, plus si ça vous tente. Mais là, vous avez, c'est donnant-donnant. Donc, vous allez avoir l'expérience presque complète parce que je pense que l'expérience complète, ça aurait été d'être sur place, mais je sais que le monde partout, là, à 4 coins du Québec. Pas toujours être là. Ben non, exactement. Même, donc, même les 5-6 coins du Québec. Ben non, même ceux-là, on n'en parle pas souvent, mais ils sont loin. Les coins 5 et 6. Là, ouais, on n'entend pas les parler. rejects des 4 coins, là. C'est les 4 qui sont assis à la même table à la cafétéria, mais entre eux. Donc, en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès à des goodies, entre autres un podcast exclusif sur Patreon qui s'appelle Bifurcation, que je fais avec mes amis Antoine Pontbriand et Étienne. Étienne, t'es mon ami, mais t'es pas sur Bifurcation. Et Rémi Fréchette, on vient de passer à travers d'un cycle pour Halloween sur Stephen King, puis on va le poursuivre un peu. On va faire Maximum Overdrive, parce que c'est de la calice de la merde. Et aussi la mini-série de The Shining que tout le monde a oublié. Qui est disponible. Moi, je l'ai. Tu l'as-tu pour vrai? Oui. On la cherchait d'ailleurs, elle n'est pas facile à trouver. Pour vrai? Ben, je vais te l'envoyer si tu veux. Je t'en reviens là-dessus. Écoute, c'est quand même 4h30, là. J'étais un peu... C'était mon idée. C'est long. Puis là, je regrette. Ben, c'est moins long que Fateful Findings édition télé, qui est à peu près aussi longue. C'est très long, Fateful Findings. Pas Fateful Findings, Needful Things, pardon. Aussi de King. Needful Things. Mais il y a une version télé de ça. La version télé. Je connais juste le film avec Ed Harris. Oui, c'est la même. En fait, c'est les mêmes acteurs. C'est juste qu'il y a plus de scènes dans la version télé. Parce que c'est comme un director's cut. Ouais, non, c'était plus pour avoir des publicités. Puis c'était diffusé, je pense, sur 2 soirs. Tu sais, King avait beaucoup de ce genre de choses-là dans les années 90, là, des mini-séries qui étaient diffusées sur plusieurs soirs. C'était des événements télé. Fait qu'il y a plus de scènes. Ça contextualise un petit peu plus la dégénérescence de la ville de Castle Rock dans le film. Oui, qui arrive comme vite puis pour pas grand-chose. Exact. Mais je t'avouerais que ce qui est rajouté, tu n'as pas bien plus de chair autour de l'os non plus quand tu l'écoutes dans la version longue. C'est juste j'ai écouté les deux, moi, Colin, puis pour vrai, ça vaut pas la peine. Je pense que le livre est plus intéressant. Non, faites pas comme moi. Le livre était bon, mais en tout cas, je l'ai lu il y a super longtemps quand il est sorti. Là, puis je me souviens de l'avoir aimé. Mais c'est un gros livre épais, là, fait qu'il y a beaucoup de stock. Ouais. C'est très Stephen King, là, que la backstory de chaque personnage. Puis, mais ça te permet de mieux comprendre les animosités entre tout le monde, que le démon vient feeder. Si tu connais les persos, ça a plus rapport. Parce que dans le film, c'est tellement garoché. C'est très garoché. Là, puis tu sens que la ville au grand complet est en train de bouillonner, mais il n'y a pas vraiment d'indice de ça. C'est plus les personnages directs qui s'ostinent. Mais tu vois, regarde, je suis en train de lire finir parce que je l'avais arrêté à un moment donné, puis j'ai recommencé le 2e titre de ça, It, en anglais. Puis là, il me reste à peu près 200 pages, là, puis je suis comme, OK, King, t'étais sa coke là, dans cette période-là, finis donc ton calice de livres, je t'ai cœuré. Tu le sens, hein, tu le sens qui pédale, là, puis qui rajoute du backstory de la rue, de telle place. Puis tu sais, je veux dire, je suis un fan de lore, là. Mais à un moment donné, je suis comme, vas-y, là, je t'ai cœuré. Puis là, je lis pour le finir, là, parce que je suis plus capable. D'ailleurs, j'ai commencé la série Welcome to Derry, qui est sur Crave. Beaucoup de plug à Crave cette semaine. Écoute, c'est réalisé, produit par Andy Muschietti, qui avait réalisé les 2 remakes, là, les 2 derniers qui étaient sortis là, de l'adaptation. C'est spécial. La scène d'introduction est extraordinaire. Il y a des set pieces incroyables, mais tout ça est entrecoupé d'une histoire qui, pour l'instant, va un petit peu nulle part. Puis je suis pas convaincu. Le ton est bizarre. Mais c'est une petite mini-série. On nous promet en fait plusieurs saisons. Puis chaque saison, on va reculer de 27 ans dans le passé. Comme là, on est dans les années 60. Là, on va reculer. On va reculer. Pour les cycles de Hit. Exactement. Mais à Hit, habituellement, on va dans le on va comme de l'avant pour voir les répercussions. Là, on va voir ce qui se passe avant. Exactement. Mais je suis... Il y a les scènes qui sont vraiment horrifiantes, qui fonctionnent excessivement bien. Mais je suis pas convaincu encore. Mais j'aime. Je parlais tantôt de niveau esthétique. Là. Niveau esthétiquement parlant, c'est superbe. La photo est belle. On est dans le même univers que 2 films d'Andy Muschietti, ça, clairement, qui étaient eux-mêmes adaptés de l'œuvre de King, puis c'était pas exactement la même chose. J'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais je suis pas convaincu encore.
Fait que c'est ça. OK. C'était ma bifurcation pendant que je vous parlais de bifurcation. Aussi, en goodies, si vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, il y a on donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants, auquel, Étienne, de temps en temps, tu pop, tel un Pennywise toutes les 27 ans. Exact, pas très souvent. Pas très souvent. Mais je lurk. Tu lurk, oui. Je sens toujours que tu lurk, mais que ta présence, elle est sentie, mais t'es pas actif nécessairement. Pas super. Pas super, mais quand même. Tu sais, là, de temps en temps. Un peu. Surtout quand les gens postent dans la section Noël, là, Noël She's-Dor. Oui, ben là, c'est sûr, je me sens plus concerné. T'es summoné, t'es un Highlander, tu sens la présence de quelque chose. Exactement. Donc, le Discord, c'est vraiment une belle communauté pour vrai. Je pense qu'Étienne, tu pourras confirmer que c'est comme Internet, mais sans trop de cul. Là. Pas de madame pis de bonhomme qui chialent sur des bullshit. Là. Moi, je tolère pas ça sur le Discord. On échange des articles sur des trucs qui sortent, on écoute des fois de la lutte, des films. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai remercié Alex et Parac qui se sont chargés de diffusion durant le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Et j'ai oublié de remercier Gabriel, Gab, qui lui fait la diffusion de la lutte. C'est juste ce que je pensais mode Halloween. J'ai pas pensé à Gab qui lui diffuse de façon régulière depuis quand même longtemps. Fait que merci Gab pour son implication, pour ton implication. Donc on écoute de la lutte de temps en temps. On a du fun. C'est vraiment une belle communauté. C'est le média social que moi je fréquente plusieurs fois par jour. Je suis toujours curieux de voir ce que les gens partagent. Puis, c'est comme un vrai média social où c'est juste comme un paquet de gens qui ont un lien commun, qui ont des intérêts communs. Puis c'est pas juste tout le monde et n'importe qui, puis leur tante, puis leur mononcle raciste, puis des bots, puis de l'AI, puis comme c'est un vrai média social, c'est une vraie communauté qui s'est bâtie pour vrai. Puis ça, c'est comme ça vaut cher. Oui, exactement. Oui, absolument. Puis je le protège avec beaucoup d'intérêt. Donc, quand vous abonnez au Patreon... à faire de la modération? C'est comme où c'est en général tes fans sont nice. Ça arrive quelques fois, des fois, mais mon problème, puis je peux le partager ici, là, je peux le dire ouvertement, c'est que je veux pas trop en faire parce que je veux pas non plus que les gens se censurent en fonction de ce que Benoît va aimer ou pas aimer. Ça, je veux pas que c'est ça qui arrive. Là. Mais en même temps, je veux que les gens se disent si ça va faire la merde ou si ça, c'est juste être négatif pour être négatif, est-ce que je pourrais faire mon exutoire ailleurs? C'est plus là où j'essaie de faire ma gestion dans cet angle-là. Puis des fois, j'ai pété des coches parce que je trouvais que le monde était comme too much. Là. Puis il y a des gens qui cherchaient la merde, qui ont été malheureusement flagués, tassés au fil des années ou qui sont partis d'eux-mêmes. Mais ça, habituellement, le filtre se fait lui-même. J'aime pas ça, kicker les gens out. Il y avait un stalker aussi à un moment donné qui me suit depuis un bout que j'ai kické out assez vite quand j'ai catché c'était qui. Mais sinon, de façon... Ah oui, on en a des fois de temps en temps qui pop. Mais c'est très rare. On n'attire pas ce genre de choses-là. On n'est pas des sidérés, là. On n'est pas des wacks qui nous écoutent. Oui, non, ça, vous êtes bien chanceux. Vous en aviez, vous autres, pas mal des espèces d'énergumènes. Oui, il y en avait des bizarres. Ouais. C'est en même temps, tu écoutes qu'est-ce qu'on faisait. Of course. Ah, ben oui. Mais tu sais, on vous aimait pour ça aussi, là, j'ai rien à dire. Là. Je suis pas en train de punch down. Ouais. Non, mais ça venait avec son lot de problèmes. Donc, si vous abonnez au Patreon des Mystérieux Étonnants puis vous voulez un lien vers le Discord, écrivez-moi directement à travers la plateforme puis je vais vous envoyer le lien. Puis tout le monde est bienvenu. Puis il y a des gens aussi qui sont abonnés au Discord puis qui lurk aussi comme toi, qui participent pas, puis c'est bien correct. Rappelez-vous que quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous faites en sorte qu'on puisse produire le show à chaque semaine. Depuis presque 20 ans, en janvier, ça va faire 20 ans que le podcast existe. Faites en sorte aussi que Terre Kaiju, Terre Humaine She's-Dor, auquel Simon Étienne participe avec Gabriel, ta conjointe. Ta femme, dois-je dire maintenant? La femme maintenant, oui. Regardez ici, là. De temps en temps, il y a des épisodes qui sortent. Et Noël She's-Dor, là, il va te sortir des épisodes pour la période des fêtes, Étienne, parce que si vous manquez ça, je vais être bien déçu. On peut pas manquer la période des fêtes. Ça, c'est la seule affaire qu'on garde en vie un peu parce qu'il reste plus grand-chose. Hein. Ouais. Mais on n'a pas officiellement tiré la plug, puis on s'en parle de temps en temps. Mais c'est juste que c'est rendu plus compliqué. J'habite loin, puis on est occupés tous les deux. Mais, attends, des fois, tu vois des stories, puis t'es chez Simon. Il n'y a pas d'excuse à ça. Il n'y a pas d'excuse. C'est ça, des fois. Mais c'est long faire un épisode. Oui, c'est long. Préparer du stock, il faut écouter quelque chose. Mais on ne veut pas arrêter. Comme dans notre tête, c'est pas mort. Non. Mais on voit bien qu'on en fait comme 4 par année. Mais là, on s'est dit qu'on essaierait novembre-décembre d'enclencher quelques-uns pour pouvoir avoir une petite banque. Là. Fait que à suivre. Mais c'est parce qu'il y a aussi Terre Humaine qu'on est dû pour en faire. Fait que ultimement, ça finit par faire beaucoup de stocks qui s'accumulent en backlog. Puis là, moi, maintenant, j'ai mon propre podcast à chaque semaine. Fait que et Traite à la mer. Et Traite à la mer, oui. C'est aussi sur Patreon. Vous irez voir ça si vous avez encore plus de cash à donner à des gens. Allez voir là. Si vous voulez encourager des projets weird, on en a des projets weird. On en a. Mais ça peut vous rassurer, je vais garder là en mode plus ou moins réchauffé Noël She's-Dor le temps que vous voulez. Là. Moi, je trouve ça le fun quand ça pop. Puis, je suis un podcast qui s'appelle The Purple Stuff Podcast. Puis des fois, ils sont 2 mois sans rien diffuser.
sont un petit peu plus actifs que vous, mais tu sais, c'est pas là, nous, c'est rendu, c'est 3 fois par année. Mais tu sais, comme, en même temps, c'est ce que c'est. Puis comme je pense que personne va être fâché. Non. T'sais, personne préférerait qu'on annonce qu'on le fait plus. Comme, fait que, à ce moment-là, il y en a quand il y en a. Puis beaucoup de nos fans sont très patients. Puis ça fait aussi partie de Noël, ça, d'attendre super longtemps. Ça fait partie de l'expérience. Fait que souvent, ils vont nous dire, tu sais, comme on aimerait ça qu'il y en ait plus, of course, mais on comprend très bien. Puis quand il y en a un qui sort, on est super content parce que là, on s'y attendait pas. Puis c'est un comfort food. Puis l'année passée, vous avez fait quand même partie de la liste des podcasts de Noël les suggérés par Rouge FM, je pense, un enfant de Noël. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est vrai. Quelqu'un a tapé Noël, c'est rouge. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'ils n'ont écouté aucun épisode, mais en tout cas, tu serais surpris. Il y a des gens souvent de la radio qui ne sont pas nécessairement des animateurs qui vont écouter d'autres podcasts. En tout cas, si vous êtes un animateur de Rouge FM qui avait écouté nos podcasts, écrivez-nous dans les commentaires. Écrivez-nous dans les commentaires. Bon, c'est ça. On va vous laisser là-dessus. On va prendre une petite pause juste avant. Je vous rappelle qu'on est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, John Candy, I Like Me. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, ce n'est pas une bande dessinée, il s'agit d'un film disponible sur Amazon Prime, John Candy, I Like Me, réalisé par Colin Hanks. Oui, le fils de Hanks, de Tom Hanks. Pas l'autre bizarre, là, un peu focal, mais celui-là, celui qui est acteur également. Il a les petites oreilles pointues de son papa, comme dirait mon collègue. Un film qui est produit par Ryan Reynolds, un fellow Canadian, un autre Canadien, parce qu'il couvre une icône du cinéma des années 90, John Candy. 80-90. Ouais, qui a marqué une génération, je pense. Cette période-là, John Candy qui est décédé en 94 de problèmes cardiaques. D'ailleurs, dans sa famille, il y avait des problèmes cardiaques. Son père est décédé de ça, son frère a failli passer, et finalement, lui, ça l'a rattrapé. Et depuis, j'ai l'impression que il y a de ces personnes-là, un peu à la Robin Williams, un peu à la Leslie Nielsen, qui ne sont plus là, mais on pense encore à eux. Ils ont laissé une trace, puis des fois, on aimerait ça qu'ils soient encore avec nous parce qu'ils nous ont fait du bien. Et je pense que ça, c'est une chose qui revient beaucoup dans le documentaire, l'idée que John Candy faisait du bien aux gens. Il semblait être une personne gentille, non seulement à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Donc, c'est un documentaire d'à peu près 2 heures qui est composé d'entrevues, d'extraits de films, d'entrevues avec lui, avec ses amis, des entrevues actuelles, mais aussi de l'archive, donc des entrevues qui ont été passées à l'époque, pour dresser un portrait complet de la vie et de la carrière de John Candy. Et on va en parler avec Étienne. On va essayer de ne pas spoiler. On va spoiler tout le temps un peu dans la partie de l'émission, on n'a pas le choix. Mais on ne rentrera pas dans les gros détails. Et oui, c'est un documentaire. C'est difficile à spoiler. Puis, c'est il est décédé. Vous le savez, Caroline, comment ça finit. Les faits sont là. Vous le savez peut-être déjà tout. Exactement. Mais je vais commencer en te posant la question, Étienne. Est-ce que toi, John Candy est un personnage, un acteur que tu appréciais particulièrement? Est-ce que c'est quelque chose, quelqu'un avec qui pour qui tu avais une affection, un intérêt? Je ne sais pas si j'avais une affection, mais j'ai aimé beaucoup de ses films, puis je le trouvais sympathique. Comme il jouait tout le temps un peu ces rôles-là, d'ailleurs. Là. Il était casté tout le temps à ça, là, être l'espèce de nono, mais de bon cœur, qui faisait de son mieux, puis qui était un peu, des fois maladroit, mais comme il voulait bien faire. Puis on dirait que ça transparaissait que sa personnalité, c'était un peu ça. T'sais. Exact. Il avait la fin pour de vrai, puis il y en a des fois que tu vois qu'ils n'ont pas la fin pour de vrai, puis lui, oui. Puis c'était vraiment comme une espèce de pilier là, de ce moment-là, là, un des très gros noms, là, comme Tom Hanks, puis ce genre d'affaires-là, qui il était dans plein de films, puis comme tu le voyais tout le temps, puis il est comme vraiment parti super tôt. T'sais. On se demande vraiment si, mettons, il n'avait pas été cardiaque, comme qu'est-ce qu'il aurait fait de toutes les années qui s'en venaient. On l'aurait eu encore longtemps, certainement. Ça marchait full bien, ces affaires. On l'aurait sûrement eu dans plus de rôles dramatiques. Je pense qu'un de ses seuls rôles dramatiques, c'est dans JFK, où il joue un genre d'informateur en Louisiane, mais c'est un rôle dans lequel il était quand même très bon, mais il a surtout fait des films où il reprenait un peu toujours le même personnage, comme le gars bon enfant, un peu bonasse, bien intentionné, mais maladroit. Rigolo, c'est ça. Il a toujours un peu fait ça. Puis c'est tout le temps dans ce genre de film-là qu'on avait besoin de lui. Puis c'est des films très feel-good. Ça s'écoute encore bien aujourd'hui, toutes ces affaires-là. Oui. J'ai réécouté Uncle Buck il y a vraiment pas longtemps, étonnamment. Puis c'est encore super le fun à écouter. Là. C'est comme des petits films feel-good, le fun. Là.
Ouais. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la quantité de personnes qui ont décidé de participer au documentaire. Ce genre de documentaire-là, c'est pas toujours le monde ne sont pas enclins nécessairement à communiquer ou à vouloir revenir sur le passé. Mais là, tous les gens avec qui il semble avoir percé, Eugene Levy, Dan Aykroyd, Bill Murray, plusieurs personnes de SCTV, qui est une troupe d'improvisation qui était ici à Toronto. Il y avait des filiales, là. Second City à Chicago. Tout le monde semble y être. Macaulay Culkin, qui est même pas dans... Oui. Qui est dans... Qui était jeune. qui est très jeune quand il l'a rencontré dans Uncle Buck. Mm-hmm. Puis on sait que John Candy a eu un petit caméo aussi dans Home Alone. Mais ils n'ont pas joué ensemble. Mais c'est le fun de voir, tu sais, Macaulay Culkin, Caroline, qu'est-ce qu'il a à dire sur lui. Puis finalement, tu te rends compte que même jeune, tu t'apercevais que c'était quelqu'un qui avait quelque chose d'un bon fond. Puis je pense qu'il y a une thématique qui revient beaucoup dans le film, encore une fois. Ouais. C'est bien ça. C'est ça qui est tout le temps... C'est ça le propos principal du truc. Puis le fait qu'il y ait autant de monde que ça qui ont participé, c'est justement super bon signe. Comme que tu prends la peine d'aller louanger quelqu'un qui est décédé depuis si longtemps, c'est vraiment parce que c'est quelqu'un qui t'a marqué, qui est important pour toi. Ouais. Puis s'il y en a plein de même, avec des gens qui ont des carrières spectaculaires depuis tout ce temps-là, ça en dit long sur lui, en fait. Oui. Puis il y a un truc, par contre, qui m'a un peu... Je veux savoir, c'est ça qui est difficile, c'est de parler de ce documentaire-là en termes de... Il y a l'appréciation qu'on peut avoir pour Candy, mais le documentaire comme tel, comment il est fait. Puis c'est là où je me pose la question, toi, le documentaire, comment il est fait, comment il est structuré, comment il est présenté, c'est quoi ton appréciation de cette œuvre-là? Ben, j'ai trouvé ça le fun. Je trouve que c'est une bonne écoute. C'est intéressant à écouter. C'est le fun qu'il y ait énormément de témoignages, des images d'archives. Moi, j'aime beaucoup ça quand il y en a. Oui. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être spectaculaire. Juste le fait qu'il y en ait, je trouve que c'est vraiment cool. Non, pour vrai, moi, j'ai aimé ça. J'ai passé un bon moment, puis je recommande cette écoute-là. Même quelqu'un qui n'est pas super fan particulièrement de John Candy. Je me posais la question. Tout le monde sait un peu c'est qui, là, me semble. Si tu as déjà vu quelques films, comme ça se peut que... à moins que tu sois très jeune, j'imagine, tout le monde sait à peu près. Je pense que c'est intéressant, même pour quelqu'un qui s'en crisse un peu de lui, là, juste pour comme découvrir. Puis en même temps, à travers lui, puis avec tous les gens qui viennent parler, ben, tu découvres beaucoup une période du cinéma, puis une époque de ce temps-là où les films avaient une certaine vibe particulière qui se rejoignent avec sa vibe à lui, justement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça un peu répétitif, je dois dire. J'ai aimé la ride. Ouais. J'en ai appris quand même beaucoup sur John Candy. Y a un commentaire auquel j'arrêtais pas de repenser après mon écoute. C'est l'idée que John Candy, je jouais jamais exactement le même rôle, quoique c'était similaire, mais c'est une facette de John Candy lui-même. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lui dans ses rôles. Il avait l'air à s'investir énormément. Le côté de livraison, on dirait qu'il faisait appel à de l'improvisation, tu t'aperçois que c'était vraiment vrai. Il y a une scène où Tom Hanks parle que dans Splash, ils ont improvisé une séquence ensemble. Tous les deux parlent en même temps. Puis ça, c'est l'ouverture que Candy avait à se prêter au jeu. C'était comme un grand enfant. Puis quand tu entends ça, tu dis, OK, il aimait ça jouer, en fait. C'est un gros bébé. Là. C'est exactement ce qu'il était. Mais ce type de témoignage-là, j'ai l'impression qu'on a voulu y faire beaucoup place parce que, justement, ses amis ont voulu collaborer, participer. Mais à un moment donné, après 45 minutes, j'étais comme, ça fait 45 minutes que j'entends ce commentaire-là. Puis oui, c'est sûr. C'est là que je trouvais ça un peu répétitif. Tu sais. C'est vrai, effectivement. Comme tout le monde a un peu la même opinion. Mais en même temps, j'ai trouvé ça le fun qu'il n'y ait pas genre le moment où soudainement ça vire dark dans le milieu, mais personne ne soupçonnait une autre affaire comme... C'est sûr que ça aurait été le fun comme narrativement, mais j'étais content que ça reste juste comme tout le monde le trouvait cool. Mais c'est vrai que c'est redondant. Je suis d'accord avec toi. Il y a de la répétition. Ouais, il y a peut-être la manière que c'est monté, je sais pas. J'ai remarqué quand la dernière demeure, comme on sent que la fin s'en vient parce qu'il allait pas super bien, il était surmené, il était stressé. Il était plus tard dans sa carrière. Là, tu sens que la crise cardiaque s'en vient. Là, en fait, c'est comme ça que c'est présenté. Fait que là, tu sens une autre émotion, puis c'est une émotion de tension qui vient un peu plus raffiner, je te dirais, le doc. Mais avant ça, ça reste pas mal monotone, je trouve, à part certains moments qui sont plus émotifs que d'autres. Surtout quand les gens se livrent puis ils sont sur le bord des larmes. Tu sais, le gars, ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé, puis Colin, on parle encore de lui. Là. Puis, il a clairement marqué beaucoup de monde autour de lui. Absolument. Mais ouais, c'est ça. Puis ça, je trouvais que c'est intéressant, c'est qu'on commence avec la fin, à ses funérailles.
en 94. Puis avec l'effet genre de VHS, on revient sur les dates. Fait qu'on part de 94, on va dans les années, je pense les années 60, 50 peut-être. Puis de plus en plus, on descend de 94, puis on redescend à une période de sa vie qu'on décide de traiter. Puis comment il a fini par percer. Puis comment les gens qui étaient déjà autour de lui quand il avait 20 quelques années ont fini par percer en même temps que lui. C'est fou comment ce milieu-là est petit, puis il y a plein de vases communicants. Puis moi, je suis un fan de ce genre de période-là où les gens finissent par, je sais pas, là, percer en même temps. C'est une bonne histoire. J'aime cette idée-là. Puis j'étais full investi dans cool, ça. Une gang d'amis qui font tout plein de projets ensemble. C'est vraiment inspirant. Ça donne le goût de vivre ça, en fait. Ben, quand ils vont faire des Sidérés, le film, écoute, c'est ce qu'on va assister. Ça va être malin. Ah oui, ça s'en vient. Là, ben, ils vont-tu commencer avec la fin ou ils vont commencer avec le début, tu penses? Je sais pas, ça va être les funérailles de qui? Non, ben moi, j'ai des prix. En tout cas, faites de l'argent sur des affaires. Plus qu'une personne, en fait. Mais, ouais. Mais oui, il y a ce groupe-là. Mais ça m'a fait penser à ça. C'est ce genre de groupe de jeunes qui voulaient juste comme un peu à la mère des Décidérés, comme jouer avec la forme puis faire des affaires un peu fucked up. Puis c'est cet écho-là que je sentais dans les gens qui ont participé au doc. Oui, exact, vraiment. C'était une période du cinéma hollywoodien qui était le fun aussi, je trouve. Oui, beaucoup de comédie. Puis c'est ça, ce qui pogne au cinéma dans une période, ça reflète vraiment beaucoup la société de l'époque. Puis tu le vois bien pendant ce moment-là, ce que les gens voulaient, c'était ça. Comme on s'amuse, puis plein d'affaires qui sont sorties de cette époque-là, qui sont toutes. C'est très rigolo, c'est très over the top, c'est très niaiseux, mais on se prend pas trop au sérieux, puis on a du fun. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de ça, puis lui est fortement associé à cette période-là. Ouais. Beaucoup de camaraderie, beaucoup, John Candy, ce qu'on comprend, c'est que pendant longtemps, il était très, très pauvre. Il vient d'un milieu excessivement humble, d'ailleurs, mais il prenait la facture, il payait pour ses amis, il n'était pas en compétition avec ses amis. Ça semble être un univers qui était très sain pour eux. Donc, des gens qui ont fini par percer, mais ils n'étaient pas en compétition. Ils essayaient d'y aller en même temps, de se supporter. J'aime beaucoup les origin stories. On est capable de faire des ponts avec ce qui devient le futur éventuellement. Puis, on apprend que John Candy vivait dans une maison qui était multigénérationnelle avec ses grands-parents. Même c'était la maison de ses arrière-grands-parents. Et fut une période, cette maison-là, la porte était ouverte jour et nuit. Là. Les gens rentraient, sortaient quand ils voulaient. La grand-mère faisait à manger pour tout le monde. Fait que, tu sais, quand tu comprends l'espèce du sentiment de gars qui avait l'air très accueillant dans sa personne, très généreux. J'ai l'impression que ça vient de là. C'est clairement, ça nourrit son psyché. Oui, clairement. C'est clairement ça. Ouais. C'est sûr que si tu vis de même, puis comme moi, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est sûr que c'est un peu cliché, on dirait, là, la famille pauvre, mais qui sont soudés, puis qui en donnent, même s'ils n'ont pas beaucoup. Oui. Mais c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui sont réellement de même. Puis comme je pense que dans notre époque actuelle, ça manque cruellement. Comme tu regardes tout ça, puis tu dis, ouais, ça prendrait un petit peu plus de monde de même, on dirait. Il y a beaucoup de chacun pour soi maintenant, puis évidemment, là, on voit les dérives de tout ça, puis je pense qu'on n'a pas fini de les voir, là, mais c'est un peu épeurant, là, mais c'était comme... Il nous manque un peu de ça, puis je pense que c'est quelque chose qui devrait revenir un peu l'aspect communauté, entraide, puis comme juste... Mais elle existe encore. Tout le temps. Elle existe, elle est juste pas... C'est vu comme ringard, puis... Exact. Puis c'est pour ça que Excuse-moi, je t'ai coupé, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, j'allais abonder dans le même sens que toi. Là. Genre, c'est vrai qu'on... C'est comme un peu, t'es loser, t'es comme... Tu donnes trop, tu penses pas à toi-même, puis comme tu vas te faire avoir. Genre, c'est le monde qui vont profiter de toi. Ça, il y a tout le temps ça. Les gens vont profiter de toi, mais en même temps, so what? Puis c'est toi qui décides quand même qu'est-ce que tu donnes. Puis... En tout cas. Ouais. Puis c'est pour ça que dans des périodes un peu sombres comme actuellement, c'est pour ça qu'un John Candy qui a l'air tellement pur dans ses intentions ferait du bien. Un genre de Robin Williams ferait du bien d'être là. Exact. De faire déconnecter. Mais tu sais, finalement, tu vois que ces gens-là souffraient aussi, chacun de leur côté, ils avaient leurs affaires, mais ils voulaient vraiment donner aux gens puis que tout le monde se sente mieux. Ça, c'est super noble. T'sais. Absolument. C'est souvent la première chose qui décalisse quand les gens percent aussi. Là, exact, c'est ça. Maintenant que je suis rendu big, j'ai plus besoin de tout ça. Là. Ça marche. Anyway, je fais de l'argent, je m'en crisse. Puis comme c'est là que tu vois les bonnes personnes comme, qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent juste que ça soit le fun puis qui veulent donner. Ils veulent pas juste comme être la vedette puis pouvoir tout prendre. Je pense que c'est une période, peut-être que je fais une généralisation qui est un peu bête aussi, où les gens voulaient être des artisans, ils voulaient pas nécessairement des vedettes. Je suis sûr que ça faisait partie des ambitions de certaines personnes, mais
l'objectif, surtout pour John Candy et les gens qui sont interviewés dans le documentaire, c'est du monde qui voulait vivre de leur art, vivre de l'acting, de l'improvisation, de cette espèce de folie-là d'être constamment dans la création. On le fait, nous autres, au Mystérieux, quand on fait un live, il y a un acte de création là-dedans, c'est pas juste des niaiseries. Puis quand ça colle, c'est excessivement addictif. Donc, ce qui les motivait, en tout cas, ça semble être une partie, payer son loyer, mais de vouloir être dans cet état-là de création. Puis ça, c'est une des choses que j'ai découvert avec le doc que je savais pas, c'est à quel point c'était quelqu'un qui s'appuyait beaucoup sur l'improvisation dans ses scènes. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il est excessivement authentique dans les films dans lesquels il a joué. Exact. Il y a beaucoup de lui. Naturel. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est pas, il lit pas un texte, il invente des affaires par lui-même. Puis il joue des personnages qui sont des facettes de lui. Fait que nécessairement, il y a de l'authenticité. Yeah. De façon générale, je pense que des fois même, c'est un peu un trope là, de rire des gens qui font de l'impro. Là. On voit souvent ça. Puis je comprends pourquoi. Là. J'ai vu beaucoup de mauvaises impros dans ma vie. J'ai vu de l'impro récemment, mais j'ai fait des jokes d'impro pendant 2 jours avec un de mes amis. OK, là, t'es une pierre, mais elle goûte quoi? C'est genre, exact. C'est le fun de rire de ça, mais en même temps, non seulement je suis d'accord avec toutes ces jokes-là, mais aussi, je trouve que les gens qui font de l'impro longtemps... ils sont dans le showbiz pour des bonnes raisons, généralement. Ça amène un certain type d'individus qui sont là pour s'amuser, qui sont là pour avoir du fun en gang. Il y a vraiment un aspect grégaire de l'improvisation. C'est pas, même s'il y a souvent dans un match d'impro une compétition, ils sont tout le temps full friendly entre eux, puis on s'en crise un peu. Là. C'est juste pour le fun de faire de quoi, faire voter le public, mais ils sont souvent comme tous ensemble bien contents, puis ça fait des personnes que le but, tu vois jamais quelqu'un qui fait que de l'impro, puis son but c'est d'être la vedette de l'impro. Il n'y a pas cette mentalité. Non, il va être tassé, j'ai l'impression, parce que l'impro, c'est un exercice de collaboration. C'est un exercice de création. T'as pas le choix, oui. Si tu collabores pas, t'es poche en impro. Tu deviendras jamais bon. Puis ça, c'est un truc qui m'a épaté dans le doc. Tu me fais penser, il y a un moment où il y a je pense une audition. Non, il voulait pas auditionner pour, je pense que c'était pour Second City ou je me sais plus quel projet. Puis ses amis ont dit viens à telle place, tel bar, on va. Puis là, il entend son nom. Ils ont inscrit son nom, il a été forcé. Et là, ce qui explique, les gens expliquent que la personne qui était jumelé à Candy, a parlé tout le long. Il a pris toute la place. Et Candy, lui, il a juste réagi puis écouté. Puis c'est lui qui a été pris. Parce que improviser, c'est beaucoup ça. C'est écouter. C'est être c'est surtout ça. En réaction, exactement. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Tu regardes le fameux épisode de The Office où tu vois Michael Scott qui est dans une troupe d'impro. Puis tout ce qu'il fait, ils ont tout mis dans lui les clichés du mauvais improvisateur. Puis c'est exactement ça. Quelqu'un qui veut prendre toute la place, quelqu'un qui bloque les idées des autres, quelqu'un qui arrive avec un gun puis il tire la personne. Fait que là, elle peut plus parler. C'est comme ça. Ils ont fait exprès de mettre ça parce que c'est la pire chose à faire. Puis n'importe qui voit ces affaires-là sait très bien que lui, tu veux pas travailler avec un gars comme ça. Le public le sent aussi. Je pense que le public, dans cette dynamique-là, va le sentir. C'est une des choses que j'aimais beaucoup. Peut-être été gérant des Picbois pendant un bout. Là. Dans les shows des Picbois, il y avait tellement... Tu sentais quand les gars ils allaient un petit peu off-track. Puis là, il y avait quelque chose qui se passait. Là, l'autre avait catché qui allait dans cette direction-là. Puis là, il l'appuyait. Puis cette magie-là, man, c'était comme... Oui. Ça ajoute énormément. Énormément. C'est le fun. Oui, puis Maxime est un très grand improvisateur. Je pense qu'il en fait encore d'ailleurs, mais sinon il en a fait récemment. Il en fait beaucoup, puis ça paraît. Tu le vois, quelqu'un qui est habitué on n'est pas obligé d'avoir des textes, ça va tout le temps être OK. Il y a toujours des idées. Mais au pire, on retombe toujours sur le texte anyway. Puis avec Dom, il y avait une complicité immense des années de travail ensemble. Fait qu'il savait ce que l'autre allait faire avant qu'il le fasse. Comme tu connais les tracks un peu. T'sais. Il y avait une séquence, je te dirais que c'est... Oui, excuse-moi. C'est plus stressant pour quand toi, tu es en arrière de la console, puis il faut que tu partes les effets sonores et les éclairages au bon moment, puis là, ils sont plus sur le texte. Tu parles-tu en connaissance de cause? En tout cas, je dis ça comme ça. Ouais, je me souviens d'un show qu'il avait fait dans le temps au Théâtre Sainte-Catherine. Je me souviens plus c'est lequel, parce qu'on en a fait tellement, où je sais pas si c'est Max ou 20, Colin. Mais 20 shows différents, mais plusieurs représentations pour chacune. Oui, exact. Ouais. 3 pour chacune de les minimum. Je me souviens d'un show où il y a un des deux a dit une réplique, puis il est allé de façon un peu peinard. Là. Il s'est accoté sur le mur de briques du théâtre avec un pied. Je sais pas si tu te souviens. Puis là, je sais pas si c'est Dom ou...
C'est lequel, ça, là? C'est le gars de ruelle, celui-là, je pense. C'est le personnage du gars de ruelle. Ça se peut. Puis là, l'autre emboîté, il a fait la même chose. Puis il a fait comme, ouais. Puis il est allé s'installer à côté. Puis c'est complètement absurde. Ça servait à rien, l'histoire, mais c'était absolument hilarant. C'était incroyable. Ouais. Cette run de show-là, c'était quelque chose. C'était c'était les belles années. Ouais. Des Picbois. Absolument. Fait que, écoute, moi, j'ai mes réserves pour le doc. Je le trouve un peu long. Il est quand même 2 heures, presque 2 heures. Je pense que c'est 2h57, 2h54. 1h54, 1h57. 1h, ouais, c'est ça. Mais malgré tout, j'étais comme content de voir ces gens-là que j'estime aussi les gens qui ont gravité autour de Candy. Puis j'étais juste content aussi de me rappeler pourquoi je l'aimais. Il y a des gens qui ont mis en mots un sentiment qui nous habite beaucoup par rapport à Candy. Pourquoi est-ce qu'on l'apprécie? Pourquoi on l'appréciait? Et on l'apprécie encore. Et que ça soit dans la bouche de personnes qui l'ont connu, j'étais c'est pour ça, c'était ça qui fonctionne. C'est ça l'alchimie qui nous livrait, là, tu sais. Oui, puis c'est le fun de se faire confirmer que ce qui faisait qu'on l'aimait, c'était vraiment ce qu'il était pour vrai, puis que tout le monde l'aimait pour ça. Parce que souvent, on ne sait pas vraiment, tu sais, il y a tout le temps la question, mais eux, dans la vraie vie, sont-tu... Parce que des fois, il y a des gens qui ont l'air sympathiques dans leur rôle, puis là, tu apprends après ça qu'ils sont super bêtes comme leurs pieds, puis qui envoient chier tout le monde dès que la caméra tourne plus, tu sais. Puis ça, c'est décevant. Mais là, ça des faux fins. Exactement. Mais lui, c'est un vrai fin. C'était un vrai fin. Fait qu'on recommande John Candy, I Like Me. Oui, moi je le recommande. Pour vrai, je trouve que c'est un documentaire très feel-good, le fun à écouter. Puis c'est vrai que c'est un peu long, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai été diverti quand même tout le temps. Mais dans cette période grise, là, alors qu'on attend que la réouverture des métros pour pouvoir comme avoir une vie active à Montréal, peut-être que c'est ce genre d'affaire que vous pouvez vous taper avec une petite serviette puis un petit chocolat chaud, là. Une petite serviette. Exactement. Une couverture, un chocolat chaud, pas une serviette. Oui, une serviette. Ça dépend si tu sors de la douche ou pas. Oui, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Pas de ton horaire. Je ne vais pas votre père. Je ne vais pas vous le voir. Non, c'est ça. Il n'ira pas mesurer les dimensions avec quoi vous vous abriez. Excellent. Bon, merci Étienne. Rappelle donc aux gens, tu as un podcast là, sur Patreon, par contre, un paywall derrière. Là. Oui. C'est ça. Mais il y a quand même des épisodes qui sont disponibles à tous. Ça s'appelle Étreinte à la mer. C'est avec ma femme, Gabrielle Lesacolard. On lit des vieux harlequins. On fait les voix des personnages. Puis moi, je fais un gros travail de post-prod après pour ajouter des effets sonores, puis de la musique d'ambiance, puis des jokes. C'est très niaiseux parce qu'évidemment, les vieux harlequins, c'est stupide. Puis Gabrielle est tout le temps fâchée parce que c'est super sexiste. Ça n'a pas d'allure. Que c'est sexiste. Vraiment pire qu'on pensait que ça allait être, honnêtement. Mais toi, as-tu un exemple de... Ben, l'affaire, c'est que ça devient souvent... Ce qui devient fâchant, c'est que des fois, ça devient un peu genre rapey. Tellement c'est... Okay. Genre, le gars, il veut s'essayer, puis il prend pas un nom. Puis là, elle, finalement, en réalité, la femme, elle trouve ça chaud que le gars, il insiste constamment, même si elle a dit non. Ben, en fait, elle dit non, mais elle veut dire oui, mais elle peut pas dire oui parce que sinon, elle va avoir l'air trop facile. Fait qu'elle dit non, mais là, lui, il insiste. Puis comme il y a beaucoup ce game-là, et là, tout le temps. C'est quelle période, les harlequins, Colin? Ben, écoute, il y en a encore qui s'écrit en ce moment même. L'autre jour, on checkait des stats, puis il y a eu, je pense, 1,3 milliard de livres harlequins vendus depuis le début. C'était des chiffres astronomiques qui n'ont pas d'allure. C'est gigantesque, cette affaire-là. Mais ça doit être tout le temps la même histoire. Basically, mais on avait peur un peu en commençant que genre, ça allait être trop redondant notre podcast, mais chaque livre a quand même sa vibe. Puis on les choisit. Là. Okay. On est rendu sur notre 6e livre, puis ils sont tous quand même assez différents, malgré qu'ils ont des tropes, évidemment. C'est tout le temps un homme plus vieux avec une femme plus jeune, l'homme est riche, la femme a tripe dessus, puis là, ils s'entendent pas au début. Puis là, il y a tout le temps ça. Mais il y a plein de variantes qui fait que chaque livre a quand même sa vibe spécifique. Puis, mais moi, ceux qu'on lit, c'est les années 70, début 80. Oui, OK, ouais. C'est ceux qui sont out of print, parce qu'on ne veut pas prendre des livres qu'on pourrait aller acheter en ce moment en librairie puis les lire, parce qu'on les lit au complet. Fait qu'on prend des vieux livres qu'on trouve dans un bazar puis que tu peux pas acheter. Une pièce, mettons. Là. Exactement. Puis c'est comme on en a plein, puis là, les gens nous en donnent, puis on en a tellement maintenant. Fait que là, à cette heure, on les lit un peu d'avance. Avant, on les découvrait avec le lecteur, mais là, des fois, on a eu des mauvaises surprises. Fait que là, maintenant, on les check un peu d'avance pour sélectionner les plus le fun. Qu'est-ce que tu veux dire des mauvaises surprises? Des scènes qui étaient trop intenses? Il y a des scènes qu'une fois, il y a une scène qu'on n'a juste pas faite parce qu'on était comme, on va pas lire ça, parce qu'en plus, on les lit avec des voix de personnages niaiseux, puis on rajoute des effets sonores de cartoon, puis là, tout à coup,
C'est une scène que la fille, elle se fait droguer par une fille qui elle pense qu'elle est peut-être son amie, mais finalement elle est méchante. Puis elle l'enferme dans une autre pièce pour qu'un autre dude aille la violer. Puis là, c'est comme, là, tabarnak, où est-ce qu'on est rendu? Ça, c'est pas ça qu'on veut dans de la romance. Là. Puis, mais là, finalement, le héros la sauve juste à temps. Fait que là, ça permet au héros de shiner. Mais le héros, il semblait l'haïr depuis le début du livre. Fait que ce livre-là, il était weird. Mais cette scène-là, on l'a pas lu. On a juste décidé, on explique qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi on la lira pas, puis on skip un chapitre au complet. T'sais. Mais là, après, on s'est dit, prochaine fois, on va les lire un peu à l'avance pour pas devoir skipper des scènes, puis juste que les gens s'embarquent dans une histoire qui va juste être niaiseuse. Excellent. Niaiseuse de fun. Génial. Bon, mais merci beaucoup, Étienne. Merci d'avoir participé à l'émission en cette journée de congé pour les gars. Ça me fait plaisir. Apprécie. Puis en ces périodes obscures, je pense que tu as pris la meilleure décision de te mettre sur une montagne. Comme ça, tu peux voir l'ennemi arriver. Exactement. Puis c'est plus facile à défendre. Exactement. On a appris ça de Star Wars épisode 3. Hein? Ben, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est celle-là. Okay, exactement. Vous autres à la maison, si vous avez la chance d'aller jeter un coup d'œil sur notre Patreon, nous laissez un petit message SpeakPipe pour la semaine prochaine. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao.